Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu au cours 6, soit le dernier cours de la série. Donc, ça va passer trop vite. Je vais partager l'écran tout de suite, on va commencer ça. Donc, cours d'entomologie jeunesse, séance 6. Ce cours-ci risque aussi d'être un petit peu plus long que les autres parce qu'on a un programme assez chargé. On commence avec les lépidoptères, donc les papillons, les trichoptères, les diptères. Les diptères, ce sont les mouches. J'en ai assez parlé dans les autres cours. On va enfin les voir aujourd'hui. Les mécoptères et les siphonaptera. Donc, ça, c'est un mot compliqué pour dire les puces. Donc, en premier lieu, les papillons. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espèces de papillons. Donc, il y en a 174 233 espèces. Puis là, encore une fois, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça. Donc, ça, c'est à travers le monde, mais au Québec, on en a quand même beaucoup aussi. C'est 2967 espèces. Donc, les caractéristiques pour mieux reconnaître les papillons. Je pense que vous êtes déjà capable de reconnaître des papillons, mais je vais quand même les préciser. Donc, premièrement, les papillons vont avoir un proboscis. Donc, ça, c'est leur petite trompe, comme ça ici. Des fois, quand ils ne sont pas en train de se nourrir, elle va être plutôt comme ça, là, comme un petit tire-bouchon comme ça, là, enroulé comme ça en petite spirale. Et sinon, ils vont avoir des ailes écailleuses. Donc, il y a beaucoup d'insectes que leurs ailes vont être membraneuses. Donc, ils vont être comme transparentes, translucides, puis on va voir les petites nervures, les petites lignes dedans, un peu comme les feuilles. Sauf que les papillons, ça va être différent. Ils ne seront pas transparentes. Elles, ils vont être écailleuses. Donc, c'est plein de petites écailles par-dessus qui recouvrent l'entièreté des ailes. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà manipulé un papillon, mais quand on manipule les papillons, il y a comme une petite poudre qui reste sur nos doigts. Ben, c'est ça. Ça, c'est les petites écailles qui se détachent des ailes des papillons. Donc, ils sont super fragiles. Ils sont pas, c'est pas comme des ailes de coléoptère, par exemple, qui sont rigides, qui laissent pas de poudre, qui sont bien solides, là. C'est vraiment fragile, les papillons. Juste à leur apparence, on le voit aussi. Puis les ailes, ça vous le savez déjà encore une fois, mais ils ont plein de colorations. C'est plein de couleurs différentes, plein de patrons, plein de motifs différents sur leurs ailes. Puis c'est ce qui fait que les papillons, c'est dans les insectes les plus appréciés un peu partout à travers le monde. Donc, des papillons, il y en a des nocturnes et des diurnes. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont plutôt être actifs de nuit et d'autres qui vont être actifs de jour. Donc, comment les différencier? Ben, les papillons de jour, il y en a un exemple ici. Et on peut facilement les reconnaître parce qu'ils vont avoir des ailes au repos. Ils vont garder leurs ailes. Bon, des fois, ils vont être collés entre elles sur leur dos. Sauf que souvent, ça va être comme ça. On peut voir que les ailes sont bien déployées puis qu'on voit les couleurs sur le dos des ailes. Alors que les papillons de nuit, ça va plutôt être en tente, comme ça. Les ailes sont pas toutes déployées, ils sont vraiment pliées. Ça fait comme une forme de tente sur le thorax et l'abdomen du papillon. Ensuite, il y a les antennes. Les antennes des papillons de jour vont ressembler à ça. Ils vont être toutes fines, avec des fois une petite boule au bout. Alors que les antennes des papillons de nuit, comme là, il y a un exemple extrême là, d'un papillon qui a des super longues antennes avec plein de petits filaments sur les côtés, on dirait des plumes. Mais c'est justement comme ça qu'ils s'appellent, c'est des antennes plumeuses, qu'on va dire. Donc, les papillons de nuit vont avoir des antennes plumeuses comme ça. Puis là, il y en a des super grosses, puis il y en a aussi qui ça va être beaucoup plus subtil comme ça. Donc, on voit quand même les petits poils un peu partout, un peu comme un peigne. Donc, lui aussi, il y a des antennes plumeuses, puis on peut même voir, on ne voit pas très bien, mais on peut voir en arrière, là, ici, que ses ailes sont en tente, comme ce spécimen-là, et pas comme celui-là ici, qui est un papillon de jour. Donc, en haut, c'est deux papillons de jour, et en bas, c'est trois papillons de nuit. Ensuite, si on trouve les papillons, ben, puisqu'ils ont un proboscis comme ça ici, on va les trouver à proximité des fleurs parce qu'ils vont se nourrir du nectar des plantes. Donc, leur petite trompe comme ça leur sert ben, leur permet en fait d'aller chercher le nectar vraiment profondément dans les fleurs. Donc, des fois, c'est pas tous les insectes, même si, par exemple, une abeille aussi, elle a une petite trompe un peu comme ça, ben, celui des papillons, il est souvent beaucoup plus long. Puis ça leur permet d'aller chercher le nectar dans les fleurs qui sont beaucoup plus petites, étroites, et où le nectar est beaucoup plus difficile à aller chercher. Donc ça, c'est une petite adaptation des papillons. Et le rôle des papillons, c'est quoi? Ben, c'est la pollinisation. Donc, c'est comme les abeilles, comme les mouches et comme les bourdons. Et même comme certains coléoptères, les papillons sont super importants pour la pollinisation, justement parce que eux, ils ont un proboscis qui est plus long. Ils vont aller sur des fleurs qui ne sont pas nécessairement visitées par les autres insectes pollinisateurs, donc ceux-là sont importants pour ça.
Ensuite, je vous parlais des écailles. Ben là, il y a plein de super belles photos de très bonne qualité qui montrent un gros zoom sur les ailes des papillons. Donc, on peut voir toutes les petites écailles ici. Donc, souvent, quand on va voir les ailes des papillons, on va avoir l'impression qu'il y a plein de motifs puis que les écailles peuvent être plein de couleurs différentes parce que ça fait des super beaux dégradés comme ça ici. Mais en fait, quand on zoome, on peut facilement voir que chaque écaille a une seule couleur, comme ça ici, et qui sont toutes superposées un peu comme des écailles de poisson, comme ça. Ensuite, tantôt, je vous parlais de la coloration variable sur les ailes de papillon. Ben, à quoi ça sert? Ben, ils ont plusieurs utilités différentes, donc j'en ai mis quelques-unes, c'est sûr qu'il y en a plus. Mais ici, il y a le camouflage. Il y a des papillons comme ça qui vont imiter la couleur de l'écorce, du substrat sur lequel ils vont vivre, de leur environnement, des feuilles. Donc, il y a plusieurs insectes qui vont, c'est pas juste les phasmes qui font ça, mais il y a plusieurs insectes qui se camouflent, qui ont une couleur un peu comme les criquets aussi, qui va imiter celle de leur environnement. Donc, ici, le papillon, quand il est bien collé sur l'arbre pour des yeux d'insectes, ça pourrait être très facile de simplement pas le voir. Ensuite, puis même ici, la petite bordure des ailes, ça ressemble à une feuille morte un petit peu, là, qui est un petit peu séchée, ratatinée comme ça sur les côtés. Finalement, ici, il y a le mimétisme. Donc ça ici, est-ce que vous pensez que c'est le même papillon? Je vais vous laisser quelques secondes. En fait, non. Ici, c'est un vice-roi et ici, c'est un monarque. Donc ça, c'est deux espèces de papillons qui sont différentes. Le vice-roi, il est un peu plus petit que le monarque, mais bon, là, il y a des études qui ont changé, on n'est pas certain, mais en fait, on pense que les deux seraient toxiques, puis les deux, en fait, imiteraient l'un et l'autre pour confondre. Puis en fait, euh, les prédateurs, souvent les oiseaux, les insectes ou les autres animaux, en fait, qui vont manger le monarque, ben, ils vont pas vraiment le manger parce qu'ils savent qu'il est toxique. Le monarque, il se nourrit sur une plante qui est toxique. C'est une des seules espèces qui se nourrit de cette plante-là. Ce qui fait que les animaux, quand ils vont croquer un monarque, la première fois, ils vont trouver qu'il goûte pas bon puis ils vont pas le manger parce qu'il est toxique. Donc, le vice-roi, qui serait lui aussi toxique, les deux, en fait, les deux espèces ont évolué ensemble et ont développé une coloration très similaire pour chacun se protéger. Parce que quand les animaux, les prédateurs, ils voient la couleur du vice-roi ou du monarque, ils font ouais, ce orange-là avec les lignes noires, je me rappelle, je sais que quand je l'ai mangé, c'était pas bon, je le mangerai pas. Donc, ça, c'est pour se protéger. Donc, s'il y a un prédateur qui voit un vice-roi, ben, si le prédateur il a déjà mangé un monarque puis qu'il reconnaît la coloration, ben, il ne mangera pas plus le vice-roi et vice-versa. Donc, cette coloration-là va permettre à ces espèces-là de se protéger et d'imiter chacune l'autre espèce, de se protéger entre elles. J'espère que c'était clair. Et sinon, pour vous montrer la différence ici, vous pensez que c'est quoi? Est-ce que vous pensez que c'est un monarque ou que c'est un vice-roi? Ici, c'est une photo que j'ai prise moi-même au jardin botanique d'un monarque. Donc, c'est un monarque, sauf que, imaginez, les papillons, là, je vous montre des super belles photos, mais c'est statique sur le PowerPoint, là. Ça ne bouge pas, sauf qu'en réalité, les papillons, là, c'est dur de les prendre en photo, là. Ils volent, ils se promènent, ils butinent d'une fleur à une autre. Donc, les oiseaux, les prédateurs qui vont essayer d'identifier c'est quelle espèce, le papillon, ben, ils vont simplement voir ça, là, en vol comme ça. Puis là, c'est encore plus difficile de distinguer quelle espèce et ben, quel spécimen et quelle espèce. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est efficace. Puis pour les yeux de d'autres animaux qui n'ont pas nécessairement une aussi bonne vision que nous, ben, c'est quasiment identique. Mais juste pour vous, pour votre information, ici, le vice-roi, on peut le distinguer par ses lignes noires ici sur les ailes postérieures, ce que le monarque n'a pas. Lui, ses lignes, ses nervures, ils vont se rendre jusqu'à la bordure de l'aile, comme ça ici, il n'y aura pas de ligne qui va couper l'aile postérieure. Et sinon, il y a l'aposématisme qu'on appelle. L'aposématisme, c'est quand, c'est pas juste chez les insectes, là, partout dans le monde animal, il y a des grenouilles, des rainettes, il y a plein d'autres organismes vivants même beaucoup d'organismes marins aussi, qui vont avoir une coloration des couleurs, qui vont avoir des couleurs très vives, comme ben, l'orange ici, le rouge, le jaune, l'orange là. C'est des couleurs qui vont tout de suite capter l'œil et qui vont envoyer le signal au prédateur de moi je suis toxique, mange-moi pas, sinon t'aimeras pas ça. Donc c'est ça le signal, ça envoie ces couleurs-là. Il y a beaucoup d'insectes, beaucoup d'animaux dans le règne animal qui vont avoir des couleurs vives comme ça pour indiquer aux prédateurs qui sont toxiques. Donc ça leur permet
d'éviter de se faire manger par un autre animal. Ben, je vais retourner à l'autre diapo. On peut voir qu'il y a plusieurs techniques différentes. Soit on se camoufle dans notre environnement, puis on ressemble à l'environnement, ou on est super flash, super coloré, on se fait voir, mais on indique qu'on est toxique. Donc, il y a plein de techniques différentes comme ça dans le monde animal. Et finalement, ici, il y a un Saturninus cecropia et le papillon, le plus grand papillon nocturne au monde, l'Atlas, qui peut mesurer jusqu'à 30 centimètres d'envergure. Là, c'est un 28-30, là, c'est un super grand papillon. Donc, eux, leur coloration permet l'évitement de la prédation, donc éviter de se faire prédater ou consommer par un autre animal. Ici, on peut voir sur le Saturninus cecropia, ça, en passant, c'est un spécimen qu'on a au Québec. Lui, il y a des ocelles qu'on appelle, donc c'est des taches sur les ailes qui vont ressembler à des yeux. Donc souvent, le papillon, s'il se fait prédater, il va garder ses ailes fermées, puis quand il va les ouvrir, bam, d'un coup, l'animal va voir des ocelles, donc les yeux comme ça ici, puis il va penser, il y en a que ça ressemble un peu à des yeux de hibou, donc des yeux d'un autre animal inconnu. Puis ça va surprendre le prédateur, puis ça va laisser quelques secondes au papillon pour s'envoler et essayer de s'enfuir avant de se faire attraper. Donc ça, c'est une technique, puis c'est un peu le même principe pour la classe ici. Lui, c'est le bout, l'extrémité de ses ailes antérieures ressemble à un cobra. Donc on peut voir ici, on dirait que c'est une bouche, le petit museau, et ici l'œil, le dessus de la tête. Donc on dirait vraiment une tête de serpent. Donc, ça aussi, c'est le même principe, c'est pour faire peur aux prédateurs. Quand le papillon ouvre ses ailes rapidement, ça peut vite donner l'impression qu'il y a un serpent qui arrive, mais finalement, c'est juste le papillon. Il ne s'est rien passé, puis là, ça peut lui laisser quelques secondes pour s'enfuir, un peu comme pour le Saturnis cecropia ici. Les papillons, c'est une petite caractéristique que je voulais vous montrer parce qu'on n'en parle pas tout le temps, mais les papillons, souvent, on va les voir dans cette orientation-là. Donc, on va voir leur dos ici, on ne verra pas leurs pattes, puis on va voir cette coloration-là sur les ailes. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, ben, c'est qu'il y a deux côtés. Un peu comme une feuille, il y a un côté dorsal et un côté ventral. Donc, ça ici, c'est le même papillon. C'est moi qui le, c'est pas moi qui l'ai capturé, mais en tout cas, c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a amené parce que tout le monde sait que j'aime beaucoup les insectes. Puis là, ils m'ont gardé ce papillon-là. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a une coloration beaucoup plus terne. Donc ici, c'est pour indiquer, par exemple, pour éviter de se faire prédater. Et ça, c'est pour mieux se camoufler. Donc le papillon, quand il ferme ses ailes, ben, même si on le voit de dos, quand il ferme ses ailes, ben, c'est cette face-là qu'on va voir qui est beaucoup plus terne et qui ressemble beaucoup à de l'écorce d'un arbre. Et même la petite bordure, encore une fois, ressemble à celle d'une feuille morte. Donc, c'est super bien pour se camoufler. Et sinon, les papillons, ben, vous le saviez, c'est l'exemple que j'ai donné pendant tout le cours pour le cycle, la métamorphose complète, en fait. Donc, le développement avec plusieurs stades, l'œuf, la larve, la chrysalide, donc le stade immobile et qui ne se nourrit pas, qu'on voit ici, et l'adulte finalement. Donc, les trois, quatre stades, en tout cas, je dis trois stades, l'œuf, je ne le compte pas. Là. Donc, c'est tous ces stades-là qui font partie de la métamorphose complète. Et le papillon, ben, c'est ça qu'il y a comme cycle de développement. Donc, ici, je voulais vous montrer la différence entre une chrysalide de papillon de jour et une chrysalide, un cocon de papillon de nuit. Donc, c'est sûr, il va y avoir des variantes. Ils ne vont pas toujours être verts, ils ne vont pas toujours être enroulés avec une feuille comme ça. Mais les papillons de jour, souvent, leur chrysalide va être à découvert, comme ça. Donc, ça, directement à l'intérieur, c'est l'insecte qui est en train de faire sa métamorphose. Et souvent, les papillons de jour, ils vont accrocher dans le fond, la tête. La tête serait là, puis le bout de l'abdomen serait ici, de la chenille, si on l'imagine. Puis là, la chenille va se coller ici. Elle va avoir un petit point d'ancrage sur, là, c'est un bout de bois, un manche, mais ça peut être sur une feuille, une tige, un tronc d'arbre, n'importe quoi. Puis ici, elle va accrocher un petit fil qui va faire le tour. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais le fil, il fait le tour, puis elle s'accroche comme ça pour bien, ben, pour se tenir sur le manche. Alors que les papillons de nuit, ils vont avoir une chrysalide comme ça, un peu, pas exactement aussi mince que ça, un petit peu plus arrondi, mais exactement comme ça à l'intérieur. Puis autour, ils vont faire la soie. Donc, les papillons de nuit, là, quand on voit leur cocon, là, il va avoir une boule, puis autour, il va avoir plein de fils de soie. Donc, c'est un peu ça. Eux, ils vont se faire une protection de plus, une couche de plus autour de la chrysalide. Puis c'est pour ça que ça a l'air plus arrondi. C'est parce que ben, le cocon est plus rond, la chrysalide est un peu plus ronde, mais aussi parce qu'ils vont s'enrober de fils de soie comme ça
Ça va donner une forme plus arrondie. Puis des fois, les papillons de nuit aussi, ils vont protéger leur cocon. Ils vont se protéger avec une petite structure, souvent des feuilles autour ou des débris, d'autres, des petites branches des épines pour cacher un petit peu plus la chrysalide. Donc maintenant, je vais passer à travers différentes familles de papillons. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis après, les mouches, il y a beaucoup de matière là aussi. Donc, ça se peut, je sais plus si je l'avais dit au début, mais le cours risque d'être un petit peu plus long. Un peu comme les derniers cours, là, peut-être 1h20, 1h30. Donc, vous pourrez couper puis l'écouter à votre rythme encore une fois. Donc, première famille que je vais présenter, ce sont les sphingidae. Donc, on peut les appeler aussi les sphinx plus communément. Donc, il y a environ 1500 espèces décrites à travers le monde. Puis, il y en a quand même 38 au Québec. Donc, ce sont des papillons qui sont, il y en a qui sont nocturnes, il y en a qui sont diurnes. Donc, par exemple, lui ici, c'est le sphinx colibri. C'est une espèce qui est diurne, mais sinon, la majorité des autres sphinx vont être nocturnes. Donc, pour reconnaître les sphinx, c'est qu'ils vont avoir des ailes beaucoup plus fines. Les papillons, habituellement, quand on dessine des papillons, là, on fait des ailes comme ça, là. Mais eux, ça va vraiment être des ailes étroites et fines qu'ils vont avoir comme ça. Puis les petites ailes postérieures sont ici en arrière, on les voit sont cachées. Puis même principe ici, ça c'est un super gros sphinx, sphinx du peuplier. Il y a des longues ailes comme ça qui sont plus fines, sont comme pas arrondies, sont vraiment plus pointues, les ailes des sphinx. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va les reconnaître. Sinon, les sphinx colibris, c'est pas valide pour tous les sphinx, mais les sphinx colibris, on en a quelques espèces au Québec qui sont super impressionnantes, sont très intéressantes à regarder, puis d'où leur nom, leur vol ressemble à celui des colibris. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le petit sphinx colibri. C'est que les colibris, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est des tout petits oiseaux. Celui qu'on a au Québec, c'est le colibri à gorge rubis, là, c'est tout petit, tout petit. Puis eux, ils volent super vite. Donc, leurs ailes, ils battent, puis on les voit quasiment pas tellement. C'est vraiment difficile de prendre des photos d'eux en plein vol parce que ça va juste trop vite pour prendre une photo. Puis même là, on voit son aile qui bouge, là, c'est pas clair comme ça, mais là, on a une belle photo parce qu'il était immobile, mais en vol, c'est quasiment impossible d'avoir une photo claire parce qu'ils peuvent avoir plus que 30 battements d'ailes par seconde. Donc, c'est super impressionnant. Puis eux, ils sont capables de faire le vol stationnaire. Donc, de voler, de faire du surplace. Puis de se déplacer de gauche à droite super vite comme ça, de haut en bas, dans pas mal toutes les directions. Donc, c'est des papillons qui sont super agiles. Puis, c'est ça que j'ai dit, pour éviter la prédation. C'est ça. Ces papillons-là, vous savez, là, les premiers cours, là, j'avais parlé des araignées crabes. Il y a même il y a des guêpes. Au dernier cours, j'en ai parlé. Il y a des guêpes qui sont prédatrices. Il y a les araignées crabes qui sont prédatrices. Il y a les réduves que j'ai parlé aussi à l'autre cours, au cours des punaises, les punaises embusquées qui vont se cacher dans les plantes. Donc, il y a plein d'insectes qui sont prédateurs qui vont se cacher dans les fleurs. Donc, ça, c'est risqué pour les pollinisateurs, parce que les pollinisateurs, ils passent d'une fleur à l'autre, ils butinent, ils font leur petit travail, leur petite vie. Puis là, des fois, il y a des prédateurs qui sont cachés là, puis là, bam, ils étirent leurs pattes ou peu importe c'est quoi leur technique, ils capturent les insectes pollinisateurs comme ça. Donc, le papillon, le sphinx colibri, comme ça ici, lui, il a développé une petite technique pour éviter cette prédation-là par les insectes qui restent cachés dans les plantes. Ben, c'est justement de se déplacer de gauche à droite, puis de voler. Il a son petit vol stationnaire, on voit pas beaucoup ses ailes. Et là, il fait fou, il se déplace de gauche à droite comme ça pour pas rester statique au-dessus d'une plante, puis être une proie beaucoup plus facile, une potentielle proie beaucoup plus facile. Puis, ben aussi, c'est ça. Ils ont un vol agile, donc la vitesse, il y a certaines espèces qui volent plus vite, qui peuvent atteindre, qui peuvent même dépasser un petit peu le 19 km/h. Donc, ça, c'est quand même assez rapide là, pour un tout petit insecte. Parce qu'il ne faut pas oublier que leur taille fait que, par exemple, votre chien là, qui est plus petit, il doit peut-être faire 4 pas pour l'équivalent de un pas pour vous. Ben, imaginez un insecte qui est encore plus petit. Donc, c'est très rapide, 19 km/h. Donc là, ici, j'ai une petite vidéo d'un sphinx qui vole. Donc, je vais vous montrer son petit vol stationnaire et ses petits déplacements de gauche à droite. Donc, vous voyez les battements d'ailes, là. On voit quasiment pas les ailes. Tu sais, habituellement, les papillons, on voit ça. Habituellement, les papillons, on voit quand même le mouvement. Surtout ceux qu'on voit, c'est ceux qui ont des plus grandes ailes. C'est plus lent, puis on voit vraiment les battements d'ailes. Puis c'est un peu comme si le papillon, il flottait dans l'eau, mais lui, on voit vraiment il a l'air stressé, là. Comme ses battements d'ailes sont super rapides. C'est un petit papillon frénétique, là.
Même au vol, comme ça, on a l'impression que les ailes sont pas mal la largeur du corps. L'abdomen est quand même gros. Ça va dépendre des espèces, mais les ailes vont souvent être étroites comme ça, puis ils vont faire un peu une largeur similaire à celle de l'abdomen. Voilà, ça, c'était la première vidéo. Ensuite, bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un colibri, j'ai quand même décidé de mettre une petite vidéo ici pour vous montrer la comparaison. Donc, on va fermer ça encore une fois. Ça, c'est un colibri. Là, le colibri, c'est impressionnant. Lui, on voit presque pas ses ailes. On voit vraiment juste son corps qui est vert métallique. L'espèce qu'on a au Québec aussi, elle est vert métallique. Puis le mâle, c'est le colibri à gorge rubis. Donc le mâle, là, on peut voir sur cet oiseau-là que c'est blanc. Mais celui qu'on a au Québec, c'est comme un rouge métallique, rouge, vin rouge foncé, là. C'est super beau. Ils sont tout petits. Ils sont plus petits que celui-là. Donc là, vous avez vu à quel point ça se ressemblait. Donc parfois, il y a même certaines personnes qui peuvent, si on regarde vite, ou même eux, ils veulent tellement vite quand même, on peut regarder longtemps puis pas s'en rendre compte, mais des fois, il y a des gens qui vont confondre les sphinx colibris avec l'oiseau, le vrai colibri, parce qu'ils sont tout petits. C'est un oiseau tout petit, le papillon est quand même gros, puis les deux, ils volent de manière très similaire. OK. Maintenant, prochaine famille, ce sont les Hespéridés. Donc, il y en a environ 3500 espèces partout à travers le monde qui sont décrites et il y en a environ 32 au Québec. Donc, ce sont des papillons diurnes, donc qui vont être actifs de jour. Puis eux, ils vont avoir une coloration un peu plus terne. Comme on peut voir ici, lui qui est plus brun, qui camoufle super bien dans son environnement. Lui, il y en a certains qui vont avoir des petites couleurs ambrées, comme du orange brûlé, comme ça. Mais ça va surtout ça va être des taches. Comme lui, c'est en dessous de ses ailes. Lui, par-dessus, il est peut-être plus foncé comme ça ou comme ça ici. Les Hespéridés, leurs caractéristiques, ce qui nous permet de les identifier plus facilement, c'est qu'ils vont avoir une grosse tête. Souvent, les papillons, ils ont des toutes petites têtes avec des petits yeux, mais cette famille-là, ils ont quand même des grosses têtes. On peut voir ici, par rapport au reste du corps, souvent les papillons sont super fins et étroits, et lui, il a une grosse tête, puis des gros yeux. Puis, il y a aussi, au bout de ses antennes, tantôt, j'avais parlé pour les papillons diurnes qui avaient une boule au bout des antennes, mais là, c'est pas une boule, c'est comme un petit crochet. On le voit mieux ici, là, ça fait tic, comme ça se recourbe. Un petit crochet comme ça. Donc, ça nous permet de les identifier. Puis aussi, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais la forme des ailes est quand même assez caractéristique comme ça ici. Pas mal tous les Hespéridés, tous les papillons de cette famille-là, ils ont des ailes dans cette position-là, puis de cette forme-là. Puis, ils ont un vol particulier aussi, je vais vous le montrer, ça va être beaucoup plus simple que de vous l'expliquer. Donc, on voit ici le papillon. Là, c'est au ralenti. On le voit s'envoler. Là, hop, il arrête de battre des ailes. Il se laisse planer. Il se laisse aller dans le courant. Et là, hop, il chute. Puis là, quand il voit qu'il recommence à redescendre, ben là, il redonne d'autres battements d'ailes pour remonter. Il se laisse descendre. Hop, il remonte. On va peut-être encore le voir ici. Il s'envole. Il va arrêter de battre des ailes. Là, et là, il se laisse chuter. Puis là, après, quand il a trop descendu, il va recommencer à battre des ailes. Donc, ça, c'est le petit vol particulier de cette famille-là. Donc, si il est trop mobile, puis que vous n'êtes pas capable de regarder ses antennes ou sa tête, ben, si vous voyez un papillon qui vole de cette manière-là, ben, ça peut vous indiquer que c'est sûrement un spécimen de cette famille-là, les Hespéridés. OK. Ensuite, les papillonidés. Donc, là, on arrive dans les plus gros papillons. Donc, il y a environ 570 espèces dans le monde de cette famille-là. Il y en a un peu moins. Puis, on en a juste 6 au Québec. Donc, les 6 qu'on a, c'est tous des papillons qui ont une certaine taille. Ils sont quand même grands. On peut même le voir sur la photo là, par rapport à la feuille. Ce sont des grands papillons, des grosses chenilles, dodus aussi. Puis on peut voir la chrysalide là, que j'avais montrée sur l'autre photo. C'est la chrysalide de ce papillon-là. Donc, le papillon du céleri. C'est les 6 espèces qu'on a au Québec. Ben, il y a le papillon tigré du Canada, mais les autres sont pas mal plus ternes noires comme ça, avec des taches orange, bleu, puis un peu de jaune parfois. Donc, c'est pas mal, ils ressemblent pas mal tous à ça. Ils sont assez similaires, puis ils ont la même forme d'aile. Souvent, tous les papillons de la même famille vont avoir la même forme d'aile, comme ça ici. Donc, la caractéristique de ces papillons-là, ben, c'est qu'ils vont avoir, on les appelle aussi les papillons porte-queue parce qu'ils vont avoir des petites queues, en fait, au bout des ailes postérieures, comme ça ici. On peut le voir ici aussi. Donc, ça, est-ce que vous savez à quoi ça sert?
Je vais vous laisser quelques secondes pour y penser, puis sinon vous pouvez mettre pause quand je vais enchaîner. Donc, il y a des hypothèses. On pense en fait que ces queues-là les aideraient à se sauver de la prédation. Donc, exemple, un animal un oiseau qui essaye de mordre les ailes du papillon, ben souvent, c'est plus cette partie-là, donc l'extrémité des ailes, que l'animal va être capable d'atteindre. Puis ça va les satisfaire parce qu'ils vont avoir quand même une petite partie du papillon, mais ça reste que c'est pas des parties vitales au papillon, c'est vraiment juste l'extrémité. Même là, souvent, des fois, ils se cassent. Les papillons, quand ils sont fraîchement nés et émergés de la chrysalide, ben, ils sont tous beaux, leurs ailes sont parfaites, leurs écailles, leurs couleurs sont vives et tout. Mais après quelques jours de vie, c'est souvent les papillons, quand on les trouve, sont un petit peu abîmés. Donc ça, des fois, ça arrive qu'ils cassent, mais c'est vraiment pour ça. C'est pour attirer les prédateurs vers cette partie-là. Puis là, après, une fois que ça c'est mangé, ben, le prédateur, ça le distrait, il grignote ça, puis là, le papillon, il peut s'enfuir. Puis, ben, le corps, la partie la plus importante, est protégée. C'est vraiment le bout des ailes qui attire l'attention, comme ça ici. Puis, quand il se met à s'envoler, ben, c'est le dos du papillon qu'on va voir, c'est le derrière. Donc, c'est souvent cette partie-là qui est plus accessible. Les papillonidés, ce sont des papillons nocturnes, donc toutes les 6 espèces qu'on a au Québec sont des espèces qu'on peut observer de jour. Et sinon, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est une famille avec des grands papillons. Donc, il y a même le plus grand papillon diurne qui fait partie de cette famille-là. On ne l'a pas au Québec, mais c'est cette espèce-là ici, Troides alexandri. Puis, je vais vous la montrer tantôt. Il y a des photos, j'ai mis des photos. Puis, c'est ça, l'extrémité des queues. Puis aussi, la petite particularité de cette famille-là que je trouve vraiment drôle, c'est que les chenilles ont un os métérium. Donc, ça, c'est un petit organe qui se trouve proche de la tête. Comme là, la tête est un peu cachée, là. Elle est ici, elle est toute petite. Puis ici, environ, il va y avoir un petit organe que là, il est rentré, mais quand la chenille est dérangée, elle va le sortir. Puis là, c'est un peu comme les yeux des escargots, là. Les escargots, quand on accroche son œil, ben là, il va rentrer son œil, puis après, quand il va être correct, on va le revoir, on va le voir ressortir. On va voir ses yeux un peu comme repoussés super rapidement. Ben, c'est un peu le même mouvement. C'est un petit organe qui va dégager une odeur vraiment désagréable, puis même apparemment qui a un goût désagréable. Donc, quand la chenille est dérangée, ben, elle va sortir ça, puis ça va éloigner les prédateurs. Donc, je vais vous montrer. Ah oui, ben, c'est ça, c'est lui, le plus grand papillon diurne au monde. On n'en a pas ici, mais ça, c'est la femelle. Souvent, chez les papillons, la femelle va être plus terne que. Donc, ça, c'est la même espèce, là. Souvent, la femelle va être plus terne et un peu plus grande que le mâle. Donc là, le mâle, lui, il est plus petit, mais il est jaune flash, il y a du turquoise, du bleu, du vert. Il est super beau, puis la femelle est plus terne, puis elle, ben, elle va plus facilement se camoufler dans l'environnement. Donc, elle va être moins prédatée. Donc, la femelle, elle, donc l'envergure, fait que ça, c'est quand le spécimen, le papillon, a les ailes déployées comme ça ici. De gauche à droite, c'est autour de 17,3 à 28 centimètres. Donc, ça, c'est vraiment énorme, là. Imaginez votre règle là, de 30 centimètres, ben, c'est pas mal ça. Donc, c'est un très grand papillon. Ben, c'est le plus grand, disons, donc qui est actif de jour. Ensuite, ici, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer l'osméterium. Donc, c'est le petit organe ici qui va sortir. C'est vraiment drôle. Fait qu'on va partir la vidéo. Okay. Bon, là, le monsieur, il a trouvé la chenille. Fait que là, il veut nous montrer l'osméterium qui sort. Donc là, il va manipuler la chenille. Il va mettre ses doigts sur la chenille pour que la chenille se sente menacée. Et là, poup, on va voir le petit organe orange de couleur vive, normalement, qui va sortir. Puis là, le monsieur, il va y toucher, il va sentir ses doigts. Puis déjà là, il dit que l'odeur est vraiment désagréable. Donc, je vais avancer un petit peu. J'ai mis 42 secondes. Donc, ça va être ici. Donc là, c'est la chenille. C'est un papillonidé. On peut bien voir ses petites pattes ici. Et là, il va y toucher. Poup! C'est sorti. C'est super rapide. Puis c'est ça. Ça me fait penser aux yeux des escargots un peu. Ah, ça bug. Ah, ben oui, ici, il dit que ça ressemble à la langue d'un serpent. Vous savez, les serpents, ils vont avoir une petite fente sur la langue. Il va être comme ça va se séparer en deux à l'extrémité. Ben c'est ça. Ça ressemble aussi à la langue d'un serpent. Puis ça peut éloigner les prédateurs aussi. Bon, là, il y a de la misère avec le focus. Ouais, c'est ça. Là, on voit. OK. Euh, je vais attendre que ça soit clair. OK, bon.
Je voulais juste vous montrer aussi. Ici, on voit les petites pattes de la chenille. Donc, les insectes, on avait dit au premier cours qu'il y avait tous trois paires de pattes. Donc, une, deux, trois. Il y a le même nombre de l'autre côté. Ben, ça, c'est les vraies pattes. Ça, c'est des petites pattes articulées. Ça ici, là, on appelle ça des pattes, mais c'est pas vraiment des pattes. C'est comme des petites ventouses. En fait, le vrai terme pour ça, c'est des pseudopodes. Donc, pseudo, pod pour pied. Donc, comme des faux pieds. Moi, je les appelle les faux pieds, parce que je trouve ça drôle, mais j'aime beaucoup les petites ventouses des chenilles, là. Donc, c'est des faux pieds, c'est pas des vraies pattes parce qu'ils sont pas articulés. Donc, juste un petit rappel du premier cours, nous, nos bras, nos membres, tous nos membres sont articulés. Notre bras, par exemple, on a l'épaule, on a le coude, on a le poignet, nos doigts, on a toutes nos phalanges. Donc, ça, c'est des pattes, on va dire, articulées. Donc, ça, c'est ce que les insectes ont au stade adulte ou là, au stade larvaire, en haut ici, ce sont les vraies pattes. Puis ça, ici, c'est pas articulé. Donc, c'est juste une seule pièce qui n'a pas différents plis. C'est juste un petit bras, tout simple. Donc, c'est plus primitif. Donc, je vais juste vous montrer la petite distinction entre les vraies pattes et les fausses pattes ici. Puis ici, tout. Ah, il va le refaire. Voilà. Je vais arrêter la vidéo ici. OK. Ensuite, prochaine famille, ce sont les pieridés. Donc, les pieridés, il y en a environ 1200 espèces dans le monde, donc d'espèces décrites, et 16 au Québec. Ce sont des papillons diurnes, donc ils vont être actifs de jour. Puis ils vont avoir une plus petite taille, là. Je ne sais pas si ça paraît dans la photo, mais les pieridés, là, ils sont quand même petits, là. Quand je colle mon pouce puis mon index, là, ils sont plus petits que ça. Ils sont encore plus petits que ça, là. C'est des papillons vraiment doux qui ont l'air fragiles parce qu'ils vont avoir une coloration vraiment de couleurs, les couleurs pastel un petit peu, là, les pâles, les jaunes, les blancs, ouais, un petit peu orange, mais un petit peu bleuté comme ça ici, avec un petit peu de jaune comme ça, mais ça va être des couleurs super pâles. Puis ils sont tout petits, c'est des petits papillons avec des mini antennes, des antennes de papillons diurnes comme ça ici, avec la petite boule au bout. Puis eux, une caractéristique, c'est qu'ils vont avoir les ailes repliées au repos, donc exactement comme ça ici. Donc, vous vous rappelez la photo du papillon orange dans la première photo du groupe des papillons, ou même, je vais retourner là. Ici, exemple, les papillons, souvent diurnes, ils vont garder leurs ailes déployées comme ça ici, au repos. Mais là, ici, les pieridés, eux, ils vont les fermer. Donc, c'est pas en tente, comme les papillons de nuit, mais c'est pas tout ouvert comme les autres, comme plusieurs autres papillons de jour. Donc, eux, c'est vraiment fermé comme ça ici. Puis tout, ils vont tout le temps avoir cette forme-là, puis des couleurs pâles. Puis des fois, les pieridés vont avoir des petites ocelles plus petites, beaucoup plus petites que le gros papillon que je vous avais montré tantôt, mais quand même des petites ocelles qui nous permettent de les identifier comme ça ici. Il y en a aussi une là, puis une là. Puis aussi, c'est ça, puisque leurs ailes sont repliées sur le dos, ben, l'abdomen va être caché par les ailes. Donc souvent, ces spécimens-là, on verra pas, ces papillons-là, on verra pas leur abdomen quand ils sont en nature comme ça, posés sur une feuille, parce que les ailes vont le cacher. Ensuite, les lycaenidés. Donc, ces papillons-là, c'est une autre famille. Il y en a vraiment plus. Il y en a 5200 espèces qui sont décrites et il y en a 30 au Québec. Ce sont encore une fois des papillons diurnes. Ils sont environ la même taille que les pieridés. C'est des tout petits papillons. Puis, les femelles, souvent sur cette face-là, ici, la face extérieure, ou la face de dessous, ils vont avoir plein de petites taches noires comme c'est ici. Donc, ça, c'est une manière de les différencier. C'est une famille qui a quand même un dimorphisme. Donc, vous vous rappelez le terme dimorphisme, ce que ça veut dire, c'est la différence morphologique entre le mâle et la femelle. Donc, le mâle va des fois être plus coloré. Donc, cette petite espèce-là, là, le petit papillon bleu, là, le mâle va souvent être plus l'autre face à l'intérieur, donc la vue de dessus. Le mâle va être beaucoup plus bleu, alors que la femelle va être un peu plus terne avec des petites taches comme ça. Puis à l'extérieur, la femelle va avoir des taches noires comme ça ici. Puis cette famille-là, ils vont souvent avoir des colorations variées avec des écailles iridescentes. Donc, c'est un peu comme ça ici, là. Vous voyez, surtout sur ce spécimen-là, là, l'iridescence, c'est un petit peu comme le métallique, les petits reflets de couleur comme ça ici qui changent en fonction de l'angle avec lequel on regarde le papillon.
Puis aussi, une petite caractéristique de ces chenilles-là, c'est que les chenilles ressemblent, habituellement les chenilles, on va penser qu'ils sont de forme plutôt cylindrique, mais ceux-là, ils sont un petit peu plus aplatis. Donc, on voit la petite tête, mais on voit que c'est plus plat ici, puis même là, c'est vraiment plus plat, puis ça a une forme un peu de limace. Puis, les chenilles sont souvent myrmécophiles. Donc, ça, ce que ça veut dire, on peut voir une fourmi, ça vous donne un indice. C'est un peu comme les pucerons. C'est qu'ils vont avoir des associations un peu avec les pucerons puis les chenilles. Ils vont sécréter une hormone qui va... en fait, ils vont avoir une glande proche au bout de l'abdomen, un peu comme les pucerons, c'est un peu le même principe, qui vont sécréter une petite substance transparente qui se crée que les fourmis vont bien aimer. Puis il peut se passer le même phénomène qu'avec les pucerons. Ça ne sera pas de l'élevage parce qu'il n'y a pas toujours plein de chenilles au même endroit comme les pucerons. Il n'y a pas des gros rassemblements de chenilles, mais quand il y a une colonie de fourmis qui trouve une chenille de cette famille-là, qui sécrète de la petite substance sucrée, ben, les fourmis, ils peuvent protéger j'allais dire la limace, la chenille, un peu comme ils protègent les pucerons quand ils font de l'élevage de pucerons. Donc, ça, on peut le voir ici, une petite vidéo. Je vais l'amener à 27 secondes. Je vais couper le son. OK. Ici. Donc, on peut voir la fourmi, elle a trouvé la chenille. Et là, hop, on peut voir, ils se transmettent l'information, puis là, elle va même rester sur la chenille, puis elle va se déplacer sur la chenille, comme ça. Puis elle va attendre qu'elle sécrète ses petites substances, puis elle va aspirer ça. Elle attend, là. Elle regarde, là. Elle est attentive. Puis même avec ses petites antennes, on peut voir qu'elle tapote, là. Elle est vraiment en train d'analyser ce qui se passe, là. OK. Ensuite, les nymphalitidés. Donc, les nymphalitidés, là, c'est une super grande famille de papillons. C'est des grands papillons colorés qu'on aime. C'est les papillons que tout le monde trouve beaux. C'est les papillons qui sont imprimés sur les chandails, sur les posters, que les gens se font tatouer, là. C'est les beaux, super beaux grands papillons colorés diurnes. Donc, il y en a 6150 espèces dans le monde et 53 au Québec. Et c'est des papillons de grande taille qui sont très colorés. Donc, je me répète, mais c'est déjà ce que j'avais écrit. Puis, une caractéristique pour les reconnaître, à part le fait qu'ils sont grands, colorés et beaux, c'est qu'ils vont avoir la première paire de pattes atrophiée. Ça, c'est un peu difficile de regarder la première paire de pattes qui est atrophiée, donc elle est plus petite. Elle va souvent être assez poilue aussi. Donc, ce qu'on va remarquer à la place, c'est les deux autres paires de pattes. Donc, souvent, quand les papillons vont être posés sur n'importe quoi, là, une branche ici, sur un conifère, ben, on peut voir ici, là, son tête fine, là, je vais mieux le montrer sur les prochaines photos, mais on peut voir ici, ah, une patte, ah, une autre patte. Il a l'air d'avoir juste deux pattes, parce que la première paire de pattes est tout petite, puis on la voit pas vraiment. Donc, ça donne l'impression qu'ils ont seulement quatre pattes, mais en fait, ils en ont six. Mais ça donne l'impression qu'ils en ont juste quatre, parce que c'est ceux-là qu'on voit. On peut même le voir ici. Ça, c'est plein d'autres nymphalitidés. Donc, ici, je l'ai encerclé, on voit, bon, ça, c'est l'autre patte de l'autre côté. Et ça, c'est la patte médiane, donc du milieu. Ça, c'est la patte postérieure. Puis antérieure, elle est réduite. Donc, ici, ça donne vraiment l'impression qu'elle a juste quatre pattes. Même à part ici, on voit un, deux, trois, quatre. Ça, c'est les vraies pattes complètes. Puis les autres, ben, sont tout petites. Je pourrais même pas vous les pointer. Je sais pas si c'est ça. Ils sont très poilus. Donc, ça se peut que ce soit ça ici. Mais là, je suis pas certaine à 100%. Donc, ça, c'est l'amiral. L'amiral blanc, c'est le papillon, l'insecte emblématique du Québec. C'est même celui qui fait la couverture du guide d'Étienne Normandin, là, le guide d'identification des différents insectes du Québec et autres arthropodes terrestres. Puis ici, ben ça, vous la reconnaissez, c'est une chenille de monarque que j'avais trouvée l'été passé. Donc ça, c'est des chenilles, différentes chenilles de, de papillons. Donc souvent, j'ai essayé de mettre des chenilles dans mon PowerPoint parce que souvent, quand on voit les papillons, ben, on regarde les adultes. Puis c'est normal, les autres insectes aussi, on regarde souvent les adultes, c'est souvent ceux-là qu'on trouve, qu'on voit. Mais des fois, on trouve des chenilles, puis c'est plus difficile des fois à associer la chenille au bon papillon
Donc ici, je vous montre différents exemples. Donc les chenilles, ils ont des colorations, des formes. Il y en a qui ont des épines comme ça. Le orange, encore une fois, pour signaler les prédateurs qui peuvent être potentiellement toxiques, les épines pour se protéger, même les sortes de protubérances comme ça, des fois qui sont épineuses, ils peuvent être urticantes. Les chenilles là, qui ont des gros pics ou des grosses, ben, c'est ça, des petites boules comme ça qui ressortent, là, je vous recommande de faire attention puis de ne pas y toucher parce qu'il y en a qui peuvent être urticantes, donc qui vont sécréter des petites substances qui peuvent vraiment être brûler, piquer ou abîmer la peau, puis c'est mieux de les laisser tranquilles puis de juste les prendre en photo et de les observer. Parce qu'il y a des chenilles, il y en a qui peuvent être un petit peu, ben, je dis dangereuses, elles ne sont pas dangereuses, mais c'est mieux de ne pas les toucher puis de les laisser tranquilles. Puis même la chenille de monarque, elle se nourrit d'asclépiades, ben, tout comme le papillon qui est toxique, ben, la chenille aussi est toxique. C'est elle qui se nourrit en plus de la plante toxique. Donc, c'est des chenilles, encore une fois, elle a ses couleurs jaunes pour indiquer qu'elle n'est pas bonne à manger. Donc, c'est ça. Différents modèles, différents modèles, différents types, formes, couleurs de chenilles dans cette famille-là, puis dans les papillons en général. Puis, il y a aussi le fameux morpho bleu qui est super grand, un super beau papillon bleu comme ça sur sa face dorsale, puis face ventrale, de l'autre côté, il est plus brun avec des ocelles brunes. Donc, c'est plein. Je voulais vous montrer tous ces papillons-là, puis ces chenilles-là, parce que les nymphalidae, c'est une super grande famille de papillons. Il y a beaucoup de variétés. Même celui-là ici, il y a plein d'ocelles sur les côtés. Donc, c'est des vraiment beaux papillons, là. Vous prendrez le temps d'aller sur Internet, là, d'aller voir des photos de nymphalidae, là. C'est des super beaux papillons, même là, ici. Ici, ben, tantôt, je vous ai parlé que les papillons ils ont une métamorphose complète. Donc, œuf, larve, la chenille, le stade immobile qui ne se nourrit pas, la chrysalide, le cocon, puis ensuite l'adulte. Donc, je vais vous montrer une vidéo ici qui est en accéléré, qui montre la métamorphose complète d'un papillon monarque. Donc là, la vidéo risque d'être un petit peu plus longue. Ouais, 2 minutes. Donc là, c'est la chenille. Les chenilles, quand ils émergent de l'œuf, ils sont tout petites, mini rikiki. Puis là, ils mangent, ils mangent, ils mangent. C'est tout ce qu'ils font, les chenilles. C'est ça leur rôle, leur but dans la vie, c'est de manger pour grossir, pour atteindre le stade de chrysalide. Donc là, la chenille, elle mange, là, elle passe par plusieurs mues successives. Ensuite, elle va devenir grosse comme ça. Quand elle a atteint ce stade-là, c'est que là, elle est prête à devenir, ben, à faire sa nymphose, à se transformer. Donc, continuer sa métamorphose. Donc là, ici, sa mue, ça, c'est sa vieille peau. Là, elle va comme se décoller de sa vieille peau. Puis là, hop, elle va se métamorphoser à l'intérieur. Comme ça, on voit qu'elle change de forme. Là, on voit la fente sur le dos ici, ce qui va jusqu'à la tête. Donc, elle va fendre. C'est tout le temps à cet endroit-là. C'est toujours sur le dos du thorax, puis proche de la tête, que la fente, quand les insectes vont muer, va se faire. Puis là, hop, l'exuvie, la mue, va se retrouver toute ratatinée, écrasée au bout de l'abdomen ici. Donc là, on se rappelle, on voit même la forme de son ancienne tête ici, ben là, qui est rendue ben, là-dedans. Puis là, le bout de l'abdomen était ici. Là, elle s'est ancrée, comme j'avais montré sur la photo de la chrysalide des papillons diurnes. Donc, on peut voir ici le petit point d'ancrage avec un petit peu de fil ici. Là, elle gigote. Là, c'est ça, c'est en accéléré. On ne verrait pas une chrysalide bouger aussi vite que ça. En réalité, c'est très lent. Ça prend des heures, des jours. Donc là, on le revoit ici en plus rapide, sûrement une autre. Puis là, elle a son petit point d'ancrage noir ici. Donc ça, c'est la chrysalide de monarque. On la reconnaît parce qu'elle est vert flash, vert lime, lisse avec une petite ligne noire. Puis là, hop, ici, il y en a un qui a déjà émergé, un papillon. Puis là, il se prépare. On voit même ses ailes, déjà la belle couleur des monarques, là. Et là, ça continue. Il va pousser, il va pomper de l'hémolymphe, donc pomper son sang pour briser la petite couche de chrysalide. Et là, hop, le papillon va émerger. Puis là, il va rester suspendu comme ça pendant quelques heures pour au moins attendre que ses ailes se déploient complètement, qu'ils sèchent, qu'ils durcissent, et ensuite, il va pouvoir s'envoler puis aller commencer sa vie d'adulte. Donc voilà. Ensuite, les saturnidés. Les saturnidés, ce sont des papillons de nuit, des papillons nocturnes.
Il y en a environ 2300 espèces décrites et 11 au Québec. Puis ça, là, les saturnidés, là, c'est des papillons vraiment, vraiment populaires. Là, les gens les aiment, les saturnidés, parce qu'il y en a des espèces qui sont rares, qui sont difficiles à observer. Puis vu que c'est des papillons de nuit, ben, il faut faire un piège lumineux pour les attirer. Donc ça, il faut aller faire nos sorties d'échantillonnage la nuit avec une lampe frontale, un drap blanc, une grosse lampe qui va émettre une longueur d'onde qui va beaucoup attirer les insectes. Puis ces papillons-là, ben, c'est ça, c'est comme une chasse aux insectes, là. C'est super difficile. On ne sait pas quel papillon on veut voir et on va faire un piège lumineux. On ne sait pas si on va l'avoir. C'est des gros papillons qui sont colorés, ils ont des ocelles comme ça ici. Même à travers celle-là, c'est transparent. Comme le vert qu'on voit, c'est pas le vert de l'aile antérieure, c'est le vert de l'aile postérieure qui est en dessous comme ça ici. Donc lui, il y a même comme, j'ai l'impression que ça fait un peu comme une mini tête de cobra, un peu comme l'autre papillon, l'Atlas que j'avais montré tantôt. Lui, il y a les petites ocelles ici, que c'est transparent. On peut même voir ici, là, c'est vraiment transparent. Puis là, les grosses ocelles ici, qui donnent un peu l'impression que c'est des yeux de chouette ou de hibou, comme ça. Donc c'est super beau, des papillons comme super poilus. Les papillons de nuit aussi sont très poilus. Ils ont tout le temps les ailes comme ça, proche de l'abdomen, la petite bordure ici poilu, puis le thorax, puis la tête vraiment poilue, puis les pattes aussi poilues. En tout cas, les papillons nocturnes sont poilus, alors que les papillons diurnes ne le sont pas. Puis, bon, là, ça, c'est une hypothèse personnelle, mais je pense que les papillons nocturnes, ils ont beaucoup de poils aussi, entre autres pour faire moins de bruit quand ils volent. Parce qu'avoir des poils comme ça sur les ailes pendant le vol, ça aide à minimiser le bruit des clappements des ailes qu'on entend, par exemple, chez les oiseaux, certains oiseaux diurnes et les papillons diurnes. Ensuite, c'est ça, taille, c'est de moyenne à grande. Ça va varier d'une espèce à l'autre. Comme là, ici, l'anisode de l'érable, c'est un petit papillon. Là, ça, c'est sur ma main. Il est tout petit, il était tout frais. On voit qu'il venait d'émerger. Il y avait encore toutes ses poils ici sur son abdomen et sur son thorax. Puis aussi, ses écailles sur ses ailes étaient belles, toutes colorées, des belles couleurs vives, lisses. Puis il n'y avait aucune égratignure. Ses ailes n'étaient pas déchirées. Donc, il était vraiment frais. Puis souvent, sur les papillons de nuit, quand vous allez les voir sur le dessus du thorax, ici, des fois, il va y avoir une petite, pas une boule, mais il n'y aura pas de poils. Mais moi, avant, je pensais que c'était comme une structure spéciale qui permettait d'identifier les espèces, mais finalement, c'est juste que le spécimen est vieux, puis à force de voler, puis de s'accrocher, puis de vivre une vie d'adulte vieillissant, ben, il y a des poils qui finissent par tomber. Donc, quand on voit un petit cercle comme ça, ben, c'est pas une structure différente, c'est juste qu'il y a des poils qui sont plus là, puis on voit en dessous. On voit comme l'exosquelette en dessous du papillon. Donc, ici, on peut voir les antennes plumeuses, on les voit super bien. Du papillon lune ici, qui a des super longues queues. Là, c'est un papillon qui est super, qu'on aime beaucoup au Québec parce que c'est le papillon qui a les plus longues queues comme ça qu'on a. Puis ça ici, c'est le polyphème d'Amérique. On voit que les antennes plumeuses, encore une fois ici. Puis eux, ils tissent, encore une fois, comme je parlais tantôt, là, des cocons, des chrysalides versus des cocons des papillons de nuit. Eux, c'est ça, ils vont tisser vraiment comme un cocon autour de la chrysalide pour mieux la protéger. Puis aussi, on peut déterminer le genre, donc si c'est un mâle ou une femelle du papillon à partir de la chrysalide. Puis là, je dis bien la chrysalide, pas du cocon. Donc là, pour faire ça, il faudrait comme enlever toute la soie. Si vous trouvez un cocon de Saturnidée, pas avec les autres espèces, à ce que en tout cas, je pense, il me semble que c'est juste les Saturnidés. En tout cas, à 100%, je sais que pour les Saturnidés, on peut faire ça. Donc, si vous trouvez un cocon, vous savez que c'est un cocon de Saturnidée, vous pouvez le prendre. Puis, on peut voir que si on enlève la couche protectrice de soie autour, puis qu'on regarde la chrysalide, bien, on peut voir les grosses antennes plumeuses des mâles. Puis, si c'est des tout petites antennes qu'on voit à travers la chrysalide, ben, ça va être une femelle. Mais si on les voit des grosses, ça va être un mâle. Bon, on a fini les papillons. Maintenant, on est rendu aux trichoptères. Donc, les trichoptères, c'est quand même un gros ordre d'insectes qui ressemblent un peu aux papillons, sont assez proches des papillons. C'est comme des cousins des papillons. Donc, il y a environ 12 000 espèces dans le monde, puis il y en a quand même 636 au Canada. C'est quand même beaucoup. Puis, ceux-là, c'est comme des papillons, mais qui sont adaptés au milieu d'eau douce. Donc, les papillons que je viens de vous montrer, tout ça, c'est des espèces qui sont terrestres. Alors, la chenille, elle va vivre sur les plantes, sur la végétation, alors que les trichoptères, ben, c'est comme des petits papillons, mais eux, ils vont vivre dans l'eau. La larve, l'équivalent de la chenille chez le papillon, eux, ils vont être aquatiques. Donc, ils vont vivre en bordure d'eau douce, donc dans le substrat, dans les petites roches, dans les débris de bois, dans les feuilles, en bordure des cours d'eau.
Puis ce qui est intéressant avec cette famille-là, c'est que les larves vont se faire des fourreaux, donc des étuis comme ça, comme un sac de couchage, un peu comme les escargots, c'est comme s'ils transportaient leur maison. Mais il y a des espèces qui vont la transporter, qui vont se déplacer avec, puis d'autres espèces qui vont être immobiles, qui vont s'accrocher avec ils vont ramasser plein de petites pierres, par exemple, dans l'eau. Puis là, ils vont se faire un étui, un peu comme ça ici. Puis là, ils vont se coller avec un petit fil de soie comme qui va coller sous une roche. Donc là, ils vont rester sous cette roche-là toute leur vie. Puis c'est là qu'ils vont, toute leur vie de larve. Puis c'est là qu'ils vont vivre. Donc, les fourreaux, ils peuvent être faits avec des débris végétaux, comme ça ici, c'est des petites feuilles qui ont été découpées avec des petites roches. Ils peuvent être faits avec des débris ligneux. Donc, quand je dis débris ligneux ou la lignine, c'est tout ce qui est en lien avec le bois. Donc, ça ici, c'est des petits bouts de bois, des petits bouts de branches qui sont tombés dans l'eau, puis que le trichoptère, la larve, elle a découpé ça, puis elle les a tout assemblés comme ça pour se faire un étui. Elle la vie à l'intérieur, puis elle est protégée par ça. Puis une manière de reconnaître les adultes, c'est qu'ils vont avoir des ailes membraneuses. Donc, c'est ça la différence avec les papillons. Les papillons, c'est les ailes écailleuses. Puis eux, ça va être des ailes membraneuses. Donc, comme les autres insectes, c'est juste qu'ils vont être poilus. Donc là, on le voit pas très bien, là, mais à l'intérieur, ici, j'aurais dû mettre une photo où on le voit mieux, mais le trichoptère, il va avoir vraiment comme du poil, des longs poils. Puis il va avoir des ailes repliées en tente, un peu comme les papillons nocturnes, sauf que les trichoptères, encore une fois, ils vont être vraiment plus petits. Donc, c'est des petits insectes qui vont mesurer quelques centimètres, là, je dirais 2 centimètres, là, peut-être le plus. Les antennes peuvent être vraiment longues parfois, mais c'est des insectes qui sont assez petits. Puis ils ont l'air fragiles aussi. Puis où est-ce qu'on va les trouver? Ben, c'est à proximité des cours d'eau. Puis, ben, eux aussi, ils vont avoir un cycle de développement. Ils ont la larve. Puis ensuite, ben, c'est ça, ils vont devenir adultes, comme ça, un peu comme les papillons. Puis leur rôle, ben, c'est des indicateurs de santé des cours d'eau. Donc, eux, les insectes qui ont des larves aquatiques, on va souvent les utiliser pour indiquer le niveau de santé des cours d'eau parce que c'est des insectes qui vont être très fragiles à la pollution. Donc, quand il y en a plus, ben, on sait que le milieu est bien préservé. Puis quand il y en a moins, ben, ça indique que le milieu est peut-être pollué. Puis c'est pour ça que ces espèces-là, ben, ils n'ont pas survécu. Donc, on ne les trouve plus dans ce milieu-là. Puis c'est aussi des insectes, autant au stade larvaire qu'adulte, qui peuvent être des proies pour d'autres insectes, d'autres animaux, donc qui font partie de la chaîne alimentaire. Maintenant, les mouches. On rentre dans le grand ordre des mouches. Donc, les mouches, souvent, on va penser à cette mouche-là quand on va parler de mouches, la mouche domestique, la mouche qu'on trouve dans nos maisons un peu partout. Mais les mouches, c'est tellement diversifié. Et encore, je me répète, mais les ordres d'insectes qui ont une métamorphose complète, c'est ceux qui sont les plus diversifiés. Et les mouches ont une métamorphose complète. Donc, comme les papillons, comme les coléoptères, comme les hyménoptères. Donc, c'est un super grand ordre d'insectes. Donc, il y a environ 150 000 espèces décrites dans le monde, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça. Puis, il y en a 9 620 au Canada. Donc, les mouches vont regrouper les thons, les cirques, les moustiques, qu'on appelle aussi les maringouins, les tipules et plein d'autres. Donc, les mouches, il y en a plein, plein, plein. Là, je vais pas toutes, mais je vais en présenter quelques-unes dans quelques instants. Donc, les caractéristiques pour reconnaître les mouches, c'est simple. Je l'ai dit au premier cours, je l'ai répété dans les autres cours aussi, mais eux, ils ont seulement une paire d'ailes. Donc, on peut voir ici sur un cirque. Donc, les cirques, c'est les mouches qui sont capables de faire le vol stationnaire. Donc, on peut très bien voir ici le point d'ancrage au thorax. Les ailes vont toujours être attachées au thorax, donc à cette partie-là ici. Chez tous les insectes qui ont des ailes, les ailes vont être attachées à cette partie-là. Donc, on peut voir qu'il y a, hop, une paire d'ailes ici. Puis là, après, là où il y aurait la deuxième paire d'ailes, on voit comme, ces petites extrémités-là, en forme un peu de triangle, je trouve. Ça, c'est des balanciers ou des haltères. Donc, ça, c'est les ailes postérieures. Avant, les mouches, ils devaient avoir des ailes postérieures. Il y a des millions d'années, là, ça fait super longtemps. Puis là, avec l'évolution, ben, ils ont perdu ces ailes-là parce que ça leur servait à rien, ou c'était désavantageux, ou finalement, quand les ailes étaient plus petites, ça allait mieux pour eux pour voler. Donc là, finalement, maintenant, ben, les ailes se sont retrouvées à être tellement réduites qu'elles ressemblent à ça, les ailes postérieures. Donc ça, on les appelle les haltères. Puis les haltères, à quoi ils servent? Ben, ils permettent aux mouches de mieux voler, d'avoir un vol plus agile. Là. Les mouches, là, c'est dans les insectes les plus difficiles à attraper. C'est pour ça qu'on les attrape même pas. On a des tapettes à mouches pour ça, pour ceux qui veulent les tuer. Moi, je les tue pas. Quand il y a des mouches chez nous, je les ramasse puis je les emmène dehors.
Mais ouais, c'est ça. Les mouches, c'est des insectes qui volent super bien, qui ont un vol super agile, elles aussi. Puis, il y a même des scientifiques qui ont fait des expériences pour voir à quoi ils servaient les haltères. Puis, ils ont enlevé les haltères de certaines mouches, puis ils ont analysé leur comportement. Puis, on voyait que les mouches, ils volaient dans tous les sens. Ils étaient plus capables de se diriger. Ils volaient à l'envers. Ils étaient tout croches. Donc, c'est vraiment un organe, ben, des organes, des appendices importants pour des membres importants pour les mouches, toutes les mouches vont avoir ça, pour se diriger puis voler correctement. Ensuite, les mouches vont avoir des pièces buccales de suceurs ou de piqueurs-suceurs. Donc, les maringouins, là, c'est piqueurs-suceurs. Puis, on peut le voir ici, là, les mouches, souvent, ils vont avoir la petite, moi, je l'appelle une éponge parce que c'est comme une trompe avec une petite éponge au bout. J'ai l'impression qu'ils absorbent toute la bouffe, toute la nourriture avec ça. Je vais vous l'expliquer tantôt, le mode d'alimentation des mouches. Puis ça ressemble un peu au même principe qu'une éponge, en fait. Puis sinon, ben, les piqueurs suceurs, ben, c'est un peu le même principe. Ils vont nous piquer, puis ensuite, ils vont aspirer, puis sucer soit notre sang. Souvent, c'est ça pour les mouches. Ensuite, les mouches vont avoir des grands yeux. Donc, on peut voir ici le cerf, là, c'est quasiment sa tête. C'est presque juste des yeux. Je dirais que 80-85%, c'est des yeux. Là, ici, la mouche, encore, c'est des yeux. Les yeux ici sont un peu plus petits, mais ils restent quand même gros par rapport, exemple, aux yeux d'une guêpe, que c'est vraiment, ça ressemblait plus à une fente comme ça sur le côté. Eux, c'est vraiment des gros yeux. On peut voir ici la mouche domestique, sont faciles à voir. En plus, ils sont rouge vin, ces yeux. Puis les mouches vont avoir des antennes courtes ou plumeuses. Donc, ce sont les mouches qui vont avoir des antennes aristées, qu'on appelle. Donc, c'est vraiment la base ici. Et là, hop, une grosse boule, puis un poil sur la boule. Donc, je trouve ça vraiment drôle, les mouches, parce que c'est ça. Ils ont des antennes courtes, un petit peu dodues, bombées, avec le petit poil, ou ils vont avoir des antennes comme ça, ou des antennes plumeuses. Je vais vous les montrer plus tard avec la première, je pense, famille que je vais vous présenter. Bon, où est-ce qu'on trouve les mouches? Les mouches, puisqu'ils sont très diversifiés, autant en mode de vie qu'en milieu, ils vont être un peu partout. Il y en a qui vont se promener plus sur les fleurs pour polliniser, comme les cirfes ici. Il y en a qui ça va plus être sur les excréments, donc les mouches qui sont comme bleues, verts, métalliques, là, ceux-là, on les retrouve autour des poubelles, autour des excréments. D'autres, ils vont être plus attirés par notre nourriture. Donc, ça va vraiment dépendre des familles de mouches. Ensuite, à quoi ils servent les mouches? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire qu'ils ne servent à rien les mouches, ils font juste nous piquer, les maringouins, je les aime pas de pitié pour eux. Mais les mouches, ils ont quand même une importance dans le monde des insectes. Si l'organisme vivant, faut vous dire ça, si l'organisme vivant existe, c'est qu'il y a un rôle et une importance, sinon il n'existerait plus. L'évolution fait en sorte que les insectes, les animaux, tout le monde s'adapte, puis on a toute une fonction dans notre environnement. Donc, les mouches vont polliniser. Ils vont décomposer autant les excréments que les cadavres, les restes, les débris qu'on retrouve à terre, euh, le humus du sol, ça c'est une couche. Donc le sol, je ne vais pas tout vous expliquer ça en détail, mais le sol, si on creuse là, vraiment des mètres là, profond dans le sol, on va pouvoir voir différentes couches de sol. Mais le humus, c'est une couche qui est quand même en surface du sol. Donc là, les mouches, ils vont participer à ça, à nourrir cette couche-là, puis à maintenir cette couche-là qui est importante pour les autres couches en dessous et pour les organismes vivants qui vivent dans cette couche de sol-là. Ben, c'est des proies. Les mouches sont consommées par les araignées, les punaises prédatrices, des guêpes prédatrices, plein, des oiseaux, n'importe quoi. Ils font partie de la chaîne alimentaire aussi. Ils permettent la transmission de maladies. Souvent, les gens ils vont avoir peur des araignées, des requins, mais en fait, les organismes vivants qui tuent le plus, les plus meurtriers, ben, c'est les mouches. C'est les maringouins, les fameux moustiques qui peuvent transmettre les maladies comme la malaria dans plusieurs pays. Il y a des super grosses vagues comme ça à cause des moustiques. C'est super dangereux, puis c'est super facile, là. Ben, pour les moustiques, je veux dire pas pour nous, mais les moustiques, eux, ils vont juste se déplacer, ils volent, ils font pas de bruit, ils sont tout petits, ils sont bien subtils, bien discrets. Ils se déposent sur nous et piquent. Et là, quand ils piquent, ils vont injecter un petit cocktail qui va faire en sorte qu'on ne se sentira pas qu'on se fait piquer, de un. De deux, ils vont injecter un autre cocktail qui va empêcher notre sang de coaguler. Donc ça, vous savez, là, quand vous avez une petite blessure, là, une plaie, votre sang, ben, à un moment donné, après quelques minutes, il y a une gale qui va se former. Le sang va sécher, puis là, vous ne saignerez plus. Ben, ça, c'est la coagulation. Ça, c'est plein de petites cellules de sang qui vont venir se coller ensemble puis faire un petit bouchon pour plus que vous saigniez. Donc ça, c'est super important.
pour pas, parce que sinon, à chaque fois qu'on se couperait, ben là, on se viderait de notre sang, puis là, ben, c'est pas très pratique pour survivre. Sauf que les maringouins, eux, quand ils vont nous piquer, pour pas que notre sang s'accumule puis fasse une petite boule pour bloquer pour qu'on arrête de saigner, si ça faisait ça, eux, ils aspireraient notre sang, puis là, après, ça ferait un caillot dans leur petite trompe, puis là, ils seraient bouchés, puis ils seraient plus capables de se nourrir, donc ça marcherait pas. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un petit cocktail, un petit liquide qui va empêcher notre sang d'arrêter de se boucher. Ça va empêcher notre sang de faire un petit caillot comme ça, nous empêcher de faire une gale. Comme ça, eux, ils vont constamment pouvoir s'alimenter puis boire notre sang comme ça, puis ils seront pas bloqués. Fait que nous, on s'en rend pas compte parce que là, ils injectent un liquide qui fait qu'on le sent plus. Ils injectent un liquide qui fait que notre sang coule tout le temps. Puis en plus, ils ont leur salive avec les petites enzymes digestives qui fait que là, nous, ça nous pique après. Donc, les gens les aiment pas, mais c'est super facile pour eux parce qu'en mettant leur salive, ben là, ils transmettent, puisqu'ils prennent du sang, les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui se transmettent à partir du sang, parce que le sang, il se déplace partout dans notre corps. Donc là, ça va partout dans notre corps super rapidement. Donc, c'est ça. Eux, ils passent d'un humain à l'autre, d'un animal à l'autre, et là, ils transmettent des maladies comme ça. C'est dur de se protéger des moustiques. Les gens dans des pays, exemple en Afrique, ils ne peuvent pas vivre constamment avec un gros uniforme d'apiculteur. Les gens qui s'occupent des ruches d'abeilles, là, ils ne peuvent pas tout le temps vivre avec ça. On ne peut pas se protéger des moustiques, ils sont partout, ils sont tellement tout petits, subtils, ils font pas de bruit que c'est très difficile de s'en protéger. Donc, ça fait des super grosses épidémies de maladies comme ça. Puis je vais faire ce court, mais c'est les insectes qui tuent le plus au monde. Donc, vous ne devez pas avoir peur des requins, vous ne devez pas avoir peur des araignées. C'est vraiment les mouches qui sont les plus dangereuses. Il y a aussi les méduses qui sont dangereuses. En tout cas, je m'éloigne un peu. Je continue. Prochaine diapo. Ici, c'est le mode d'alimentation des mouches. Donc ça, je vais vous expliquer ça. Je vais fermer le son, couper le son de la vidéo. Donc là, on peut voir que la mouche, ici, elle a sa petite paille avec son éponge au bout, j'appelle. Donc là, l'éponge, elle permet d'aspirer le liquide. C'est un peu comme une paille avec une éponge au bout. Puis là, elle aspire, elle tâte le liquide, puis là, elle aspire. Sauf que quand la nourriture est trop solide, qu'elle n'est pas assez liquide pour qu'elle puisse juste aspirer, ben, elle va libérer un petit liquide avec un peu comme elle va libérer de la salive. Sa salive à elle, il y a des petites molécules dedans qui vont comme prédigérer la nourriture solide. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit qu'on veut pas que les mouches aillent sur notre nourriture. Parce que les mouches, quand notre nourriture est trop solide, ils vont libérer de la salive. Donc là, ça, c'est de la salive de leur bouche. Donc ça, les mouches, ils vont sur les poubelles, ils vont sur d'autres choses. Donc, ils ont leur salive, il y a encore plein de petits résidus de reste de tout ce qu'ils ont mangé précédemment. Puis des fois, c'est des crottes, c'est des excréments de d'autres insectes, de d'autres animaux, non pas d'autres insectes, surtout de plus de mammifères, d'animaux. Donc, si la mouche, elle va se nourrir sur une crotte, ben là, sa bouche est sale. Mais là, après, si elle va se nourrir de notre nourriture, exemple, un petit bout, je sais pas moi, de légumes dans notre assiette, ben le légume, il n'est pas liquide. Donc là, elle va libérer sa salive. Sa salive va prédigérer un petit peu le légume. Puis là, après, ça va le liquéfier un petit peu. Un petit bout, nous, on le verra pas, là, c'est trop petit pour voir le solide se transformer un peu en liquide. Mais c'est à son échelle, c'est tout petit. Puis là, elle, après, elle va juste pouvoir aspirer le liquide. Sauf que là, elle a déposé un petit bout de sa salive sur notre légume. Fait que là, il y a de la salive avec des petites particules de crotte de vache, peut-être, sur notre légume. Donc, c'est pour ça qu'on veut pas que les mouches aillent sur notre nourriture. Parce que quand notre nourriture est solide, ils crachent sur notre nourriture pour pouvoir la manger, pour pouvoir nous envoler. Puis ça, ben, c'est pas le fun parce qu'on sait pas ce qu'elle a mangé, mais on sait que c'est pas bon. Puis que nous, on n'en mangerait pas. Donc voilà, ça c'est le mode d'alimentation de ces mouches-là. Exemple, la mouche domestique. OK, donc première famille de mouches que je vais présenter, ce sont les tipulidés. Donc les tipulidés, on les appelle aussi les tipules. Puis première chose que je vais vous faire remarquer, les tipules sont super grands. Ils ressemblent beaucoup à des maringouins. C'est pour ça il y en a qui pensent qu'ils piquent, là. Ils piquent pas pantoute, pas du tout. Puis ils sont super grands et minces. Puis j'aime ça parce qu'on peut voir leurs balanciers, leurs haltères super facilement ici. Donc, on voit la première paire d'ailes qui est super longue et fine. Puis après, hop, ici, les petits haltères, les petits balanciers, juste ici, qui sont très visibles.
Ensuite, il y en a environ 4000 espèces à travers le monde, puis 216 au Québec. Donc, c'est quand même beaucoup, là. Souvent, on les voit, puis on pense que c'est tout le temps le même, parce qu'ils se ressemblent, mais non, il y a vraiment plusieurs espèces différentes. Puis je les trouve drôles aussi parce qu'ils ont des gros yeux, puis un genre de long nez comme ça, ben, bouche. En tout cas, je trouve que leur forme de tête est vraiment drôle. Ils ont l'air un petit peu stupides, mais je les aime comme ça. Puis plus qu'ils piquent pas, je les aime encore plus. Puis sinon, ils ont un vol très lent. C'est pas comme les mouches domestiques ou les cerfs qui volent super vite ou qui ont un vol très agile. Ceux-là sont grands, sont minces, sont comme un peu disproportionnés. Fait qu'ils volent lentement. Je les aime. Puis, il y a un dimorphisme aussi chez les tipules. Les femelles vont avoir un abdomen qui se termine un petit peu plus en pointe, alors que les mâles, ça va être normal, comme ça ici. Puis, oh non! J'ai posé la question, est-ce que les tipules piquent? Mais là, je l'ai dit. Bon, ben, désolé. La réponse, c'est que non. Les tipules ne piquent pas. Ils vont surtout se nourrir de nectar, des fleurs. Puis, c'est ça. Ils n'ont pas du tout la même alimentation que les mouches, que les maringouins, qui nous piquent, qui se nourrissent de sang. Puis même là, les maringouins, non, je ne le dirai pas tout de suite, je vais en parler quand je vais être rendu là. Ben c'est ça, alimentation, bois mort ou en décomposition, racines de végétaux, etc. Donc, on va les retrouver surtout, on va les retrouver autour des plantes. Des fois, on va les retrouver proches de nos maisons, nos habitations. Ils vont être attirés par la lumière. Mais c'est ça, faut pas s'en occuper, faut pas être dérangé par eux, faut pas les déranger non plus. C'est des insectes qui sont importants, mais qui sont pas nuisibles, qui peuvent pas nous piquer. Donc, on les laisse vivre, les tipules, on les aime. Ensuite, là, j'ai fusionné deux familles différentes parce qu'il y a tellement de familles de mouches, puis je pouvais pas passer trop de temps sur chacune d'elles. Puis ces deux familles qui se ressemblent, ben, qui se ressemblent. En tout cas, j'ai décidé de les mettre ensemble parce qu'ils ont quelques caractéristiques communes. Donc, les chironomidés, c'est ceux-là ici, sont très faciles à identifier parce qu'ils ont des antennes plumeuses, un peu comme les papillons de nuit. C'est juste que c'est beaucoup plus petit puis c'est beaucoup plus fin, les poils. Donc, il y en a environ 5000 espèces décrites, puis il y en a 798 au Canada. Puis les culicidés, ça, c'est la famille des maringouins. Donc, vous le reconnaissez bien ici. Eux, ils ont 3578 espèces décrites et 82 au Canada. Donc, les chironomidés en premier, ça c'est pour les chironomidés, ça ici c'est pour les culicidés. Donc, les chironomidés, ils ont une coloration plutôt verdâtre, comme ça ici. Ils ont un petit vert. Bon, lui, il est noir. Ça dépend des espèces. La larve va être aquatique et va filtrer l'eau. Donc, elle va se nourrir de petites particules en suspension dans l'eau. C'est ça que ça veut dire. Puis, les chironomidés, ils ne piquent pas. Donc, si vous en voyez, pas besoin de les écraser en pensant que c'est un maringouin ou qu'il va vous piquer. Ceux-là, avec les antennes plumeuses comme ça, ils ne nous piquent pas. Ensuite, ben, c'est ça, je l'ai dit, les petites antennes plumeuses ou en forme de plumeau. Elles sont vraiment mignonnes. Puis ici, les culicidés, ben, c'est celles-là qui piquent. C'est les anopheles, les maringouins, les moustiques. Donc, eux, ils vont avoir une larve aquatique, comme ça ici. Je vais même vous montrer le développement, la naissance, l'émergence, puis tout d'un maringouin. C'est super intéressant parce que souvent, on pense tout simplement pas que c'est des insectes qui ont une larve aquatique, mais je vous le rappelle, les mouches ont toutes un développement, une métamorphose complète. Donc, ils ont toutes un œuf, une larve, une pupe. Donc, l'équivalent de la chrysalide chez les mouches, c'est la pupe, c'est ça ici. Ça ressemble un peu au cocon des papillons de nuit, c'est juste que c'est vraiment minuscule. Puis, il n'y a pas de soie. Donc, la larve du maringouin est aquatique comme ça. Puis, elle va avoir un siphon respiratoire pour respirer. Puis, elle va avoir un stigmate au bout, donc des petits trous, un à deux petits trous au bout pour respirer. Donc, on peut voir ces petits siphons comme ça ici, au bout de l'abdomen. Elle va tout simplement être suspendue dans l'eau. Elle va aller à la surface de l'eau et là, elle va sortir son abdomen. C'est comme si elle respirait par l'anus, là. C'est comme si elle respirait par les fesses. Puis là, elle va sortir son petit tuyau. C'est comme si elle avait, c'est comme nous, si on avait un tuba ou une petite paille pour respirer dans l'eau. C'est un peu le même principe, c'est juste que, ben, eux, c'est pas au niveau de la bouche, c'est au niveau du derrière. Donc, ici, c'est les pupes de maringouin. Donc, prochaine diapo, c'est justement une vidéo où on montre tout le développement des maringouins. Donc, je trouve ça super intéressant. On va couper le son. Mosquito en anglais. Donc, ici, je vais mettre pause. Ça, c'est les œufs de maringouin. Les maringouins, ils vont pondre directement à la surface de l'eau, comme ça. Les œufs, ils vont flotter. Ça ressemble à des petits grains de riz. Il y en a qui sont blancs, puis après, ils deviennent plus foncés, comme noirs, comme ça. Puis je pense que ça dépend des espèces aussi.
Ensuite, ben là, ah non, ça va de l'autre sens. C'est bizarre. Ensuite, la larve. En fait, les mouches, c'est quand même intéressant, mais l'œuf, il reste plus longtemps dans le corps de la mère parce que le bébé se développe, la larve se développe dans l'œuf, dans la mère. Comme ça, dès que la mère va pondre l'œuf, quelques, quelques heures après, le bébé va émerger. La larve va sortir et là, hop, on voit la petite larve avec son abdomen et son siphon pour respirer qui est à la surface de l'eau et là, la tête qui est à l'autre bout complètement. Ensuite, la larve va se transformer en nymphe, comme ça ici. La nymphe, on l'appelle chez les mouches, c'est la pupe, comme ça. Donc là, elle se transforme. On voit encore sa petite queue, comme ça, le bout de son abdomen, mais là, ça va former une petite boule. Puis ensuite, elle va émerger, puis là, l'adulte va sortir. C'est pour ça qu'ils sont à la surface de l'eau. Après, ils sortent, puis là, hop, l'adulte peut voler, puis il est sec. Puis il sort de l'eau comme ça. Donc, je vais repartir la vidéo, puis on va voir toutes les étapes une à une. Donc là, on commence par l'œuf. OK. Donc, l'œuf, on peut le voir ici, ça bouge, là, la larve, ah, on voit sa petite tête, là, elle sort, puis là, ah, elle est sortie complètement. Puis là, après, elle va remonter à la surface pour aller respirer. Donc là, vu qu'il est super jeune, elle est comme un peu transparente, mais après, ils vont prendre un petit peu de couleur, comme blanc, jaunâtre, beige. Ouais, ils se déplacent comme ça, ils ont l'air de paniquer à chaque fois, là, ils sont comme... Ah! Mais non, c'est juste normal, c'est comme ça qu'ils se déplacent, comme ça. Donc là, c'est une émergence. Il y a plein, plein, plein de petits bébés mouches, des larves de mouches, ouais, de maringouins. Donc là, ça grouille. Ensuite, c'est la pupe. Donc là, on va voir, ah, ils commencent à monter. On dirait des petites crevettes, là. Ils commencent à monter à la surface, puis là, ils vont se métamorphoser. Puis là, après, on va voir l'adulte qui va émerger, qui va sortir de ça ici, va briser la cuticule, puis on va voir qu'il va déployer ses ailes, puis il va partir, il va s'envoler. Puis il va commencer sa vie d'adulte. Si c'est un mâle, ben il va pas, il va chercher une femelle pour s'accoupler, puis si c'est une femelle, ben elle va attendre qu'un mâle la trouve, puis sinon, elle va aller chercher des humains, des mammifères pour les piquer. Parce qu'en fait, les maringouins ne se nourrissent pas juste de sang, la raison pour laquelle la femelle prend du sang, c'est parce qu'elle a besoin de molécules dans le sang qui va y permettre de bien nourrir ses bébés et avoir une bonne portée, pouvoir pondre beaucoup d'œufs, avoir une ponte optimale. Mais le sang n'est pas nécessaire pour la ponte. C'est juste que ça va vraiment aider sa portée si elle a du sang avant, un repas sanguin pour donner à ses œufs. Donc là, on voit bien l'émergence, comme ça ici. C'est pour ça que les maringouins qui nous piquent, c'est juste des femelles. Parce qu'ils veulent le sang pour nourrir leur bébé, pour leurs œufs. Là, hop, on voit les pattes qui sortent, qui se plient. Là, il va se déployer. Là, il doit être tout mou. Il n'est pas encore durci. Sa cuticule, son exosquelette, il n'est pas encore dur. Là, hop, il doit s'extirper de sa vieille cuticule, il doit se dégager, puis là, il va naître, puis après, il va s'envoler. Bon, maintenant, les tabanidés. Donc, les tabanidés, il y en a 3500 espèces décrites et 142 au Canada. Donc, ce sont les mouches à chevreuil, les thons. Moi, je les appelle les mouches à chevreuil. Ils vont voler autour des vaches, des chevaux, des cervidés, des humains. Donc, ils vont voler autour des mammifères en général, là. Puis là, tantôt, j'ai dit que c'était des mouches qui piquaient. Mais c'est même pas ça. Ils mordent. Les mouches à chevreuil, là, ils vont pas prendre le temps d'insérer plein de petits stylets pour envoyer des enzymes, pour pas qu'on le sente, qu'on se fasse piquer, comme non. Eux, ils vont seulement arriver sur nous, puis ils vont nous arracher avec leur pièce buccale un petit bout de peau, puis ils vont partir avec pour après le grignoter eux-mêmes. Puis là, après, ben, ça saigne, là. C'est pas juste une petite bosse qu'on a après une morsure de thon ou de mouche à chevreuil. Là, c'est vraiment comme un spot qui saigne. Puis après, un, des fois, quand on réagit, là, il y a une petite bosse, un peu comme une piqûre. En tout cas, ça fait mal. C'est vraiment plus douloureux des morsures de thon que les piqûres de maringouin. Puis eux, leur alimentation, ben, c'est ça, les femelles, c'est toujours, chez les mouches, c'est les femelles qui vont se nourrir de sang, là. Ils vont mordre, puis ils vont prendre le sang des mammifères et des fois un petit peu la chair, comme j'ai dit, ils vont prendre un petit bout de peau. Puis les mâles, eux, ils vont se nourrir de nectar. Donc les mâles, on les aime, ils vont pas nous piquer, mais les femelles, là, oh, ils nous tournent autour, puis on les entend voler, là. C'est un petit peu désagréable. Ceux-là, je comprends, là, je les aime moins.
les tabanidés. Sinon, pour les reconnaître, leurs caractéristiques, c'est vraiment facile. Les tabanidés, ils ont des yeux super beaux, super impressionnants, avec des reflets métalliques comme ça. Ici, on le voit super bien, là, du comme bleu mauve avec du vert, du jaune. Donc, ils ont vraiment des beaux yeux. Les mâles vont être plutôt collés, leurs yeux, alors que les femelles vont être plus séparées, comme ça ici. On peut voir si une femelle elle est en train de pondre. Donc, on peut voir bien la séparation entre ses yeux. Et les ailes, ils vont souvent être positionnés en angle, comme ça ici. Toujours le même angle. Puis aussi, les tabanidés, c'est des mouches qui ont des grosses têtes. Ensuite, les bombilidés. Les bombilidés, j'aime full cette famille-là. Je les aime vraiment beaucoup parce que, bon, regardez-les. J'ai rien d'autre à dire. Regardez-les. Il est super mignon. On dirait une petite boule de poils. Donc, en tout cas, les bombilidés, il y en a 6000 espèces dans le monde et 105 au Canada. C'est des mouches qui sont inoffensives. Ils peuvent pas nous piquer. On aime ça. Puis, leurs caractéristiques. Donc, pour les identifier, c'est, comme j'ai dit, c'est des mouches très poilues. C'est vraiment des petites boules de poils. Le corps est recouvert de poils, comme ça, comme ça. Ça dépend des espèces. Celle-là, elle a ben, elle doit avoir des petits poils, mais pas beaucoup, là, pas très visibles. Mais il y a des espèces qui sont très poilues. Puis parfois, le proboscis, donc ça, c'est comme la petite paille des mouches, la petite trompe, est très allongée, comme ça ici. Puis c'est des mouches qui sont capables de faire le vol stationnaire aussi. Donc, de voler comme de faire du surplace. Puis leur long proboscis leur permettrait justement de continuer à boire pendant qu'ils volent, puis qu'ils sont dans les airs. Pas besoin de se poser. C'est des mouches qui sont très agiles, qui sont parfois confondues avec les syrphidés que je vais présenter dans quelques instants parce que justement, sont capables de voler sur place. Donc là, quand on voit des mouches qui volent sur place, bien, souvent on pense aux syrphidés, mais non, il y a les bombilidés aussi des fois qui sont capables de le faire. Puis il y a certaines espèces qui sont parasitoïdes d'abeilles et de guêpes. Donc, les abeilles et les guêpes solitaires, eux, ils vont pas vivre dans des ruches, on en a parlé au dernier cours. Donc, eux, ils vont vivre dans des terriers sous terre. Donc, ils vont se creuser dans le sol un petit tunnel, un petit terrier, puis c'est là qu'ils vont vivre. Puis les mouches, les grands bombiles, par exemple, cette espèce-là, la femelle, elle va trouver, elle va cibler un nid, un petit terrier d'abeilles ou de guêpes. Puis là, elle va pondre son œuf proche de l'entrée ou dans le petit terrier. Comme ça, l'œuf, il va tomber dans le terrier ou va être à côté. Puis là, quand la larve va émerger, ben, elle va juste ramper puis se promener puis aller rentrer dans le terrier de la mouche pour aller se nourrir de la larve de de la guêpe ou de l'abeille. Je pense que j'ai dit le terrier de la mouche, dans le terrier de l'abeille ou de la guêpe pour aller manger et prédater le bébé de la mouche. Non, désolée, de l'abeille ou de la guêpe en question. Vous avez compris, c'est l'abeille ou la guêpe qui est dans le terrier, puis la larve de la mouche va manger ses bébés. Donc là, il y a une petite vidéo d'une femelle grand bombille qui essaie, ben, en fait, qui réussit, qui pond dans un terrier d'une guêpe ou d'une abeille. On voit son vol stationnaire comme ça ici. On voit quasiment pas, mais ses ailes battent vraiment vite. Puis là, on va la voir en pas longtemps, là. Et, Ah non, j'ai manqué. Pardon, on recommence. Et hop, là, vous l'avez vu? Elle a pondu dans le petit trou, là, dans le sol, dans le petit terrier. Donc, juste à côté de là où la femelle, guêpe ou abeille, va pondre ses œufs à elle. Ensuite, les asilidés. Donc, il y en a 7400 espèces dans le monde et 222 au Canada. Ces mouches-là sont prédatrices. Donc, ils vont se nourrir d'autres invertébrés. Souvent, ça va être d'autres insectes. Donc, ici, on voit un coléoptère qui s'est fait attraper. Et ici, je pense que c'est une guêpe ici qui s'est fait attraper. Donc, c'est des mouches qui vont capturer un peu comme les libellules, leur proie, les autres insectes en plein vol. Donc, ils ont un corps, pour les identifier, là, ils ont un corps très poilu, massif quand même aussi. Puis, il y a certaines espèces qui vont imiter d'autres espèces, comme ça ici. Donc, ça, c'est une mouche, une asilidée, qui ressemble à un hyménoptère, donc guêpe, mouche, guêpe, abeille, bourdon.
Leurs pattes avant vont être dotées d'épines, des petits éperons comme ça, parce qu'ils vont faire un peu comme les libellules, comme j'ai dit, puisqu'ils vont attraper leur proie en plein vol, ben, ils vont voler, puis ils vont fermer leurs pattes en panier, puis là, les éperons, ben, ça va emprisonner la proie, puis ils vont les attraper, puis bien les maintenir en place. Les éperons, c'est surtout, pas tant pour attraper, mais c'est surtout pour maintenir les proies en place quand ils vont les consommer. Puis eux, c'est des mouches qui ont un abdomen long, comme ça ici, et mince. Puis ils vont avoir un rostre pour se nourrir, comme ça on le voit un petit peu ici, pour se nourrir de leur proie. Et finalement, une petite moustache que je trouve vraiment mignonne au-dessus du rostre. C'est comme plein de petits poils longs comme ça ici qui leur permettent de se protéger de leur proie. Donc, des fois, quand ils vont consommer une proie, ben, ils vont pas la tuer immédiatement, ils vont la capturer, puis après, ils vont insérer leur rostre pour les manger. Mais la proie est encore vivante pendant un petit bout. Donc là, des fois, elle peut se débattre. Puis ces poils-là, ben, ils permettent de protéger les yeux de la mouche de la proie qui se débat, exemple ici, entre les pattes avant de la mouche prédatrice. Ensuite, on est rendu aux syrphidés. Donc, les syrphidés, c'est enfin, on est rendu là, c'est les mouches qui font le vol stationnaire, qui ressemblent à des abeilles, à des guêpes, qui sont super mignonnes. Donc, il y en a environ 5000 espèces décrites, 539 au Canada. Puis, comme j'ai dit, ils ont des couleurs vraiment mignonnes. Ils ont plein de lignes comme ça, jaune, noir, qui alternent, ou orangé, plus comme ça, avec du noir, jaune, noir encore, ou comme ça ici. Donc, c'est plein de mouches différentes qui vont imiter les espèces ou les membres de l'ordre des hyménoptères, donc abeilles, guêpes, bourdons. Donc ici, cette mouche-là, je l'ai montré même cette même image-là dans un autre cours, elle ressemble à un bourdon, mais ils sont inoffensives. C'est des mouches, donc ils piquent pas, puis ils vont polliniser, donc ils vont se nourrir de nectar, de pollen, ils vont se trouver à proximité des fleurs. Donc, on en voit ici, on voit ces petites antennes aristées, la boule avec le petit poil, et ici, les haltères, les petits balanciers. Donc, on voit très clairement que même si elle ressemble à une abeille, elle a juste une paire d'ailes parce qu'on voit ses balanciers super bien. Puis, elle a des super gros yeux, comme ça ici. Les mouches, souvent, les yeux vont se coller, vont être super gros par rapport aux abeilles et aux guêpes, et même aux bourdons. Et ouais, les cerfs, ils battent des ailes super vite, sont super agiles. C'est 120 battements d'ailes par seconde. Ils sont super rapides. Puis c'est pour ça que eux, en plus, vu que leurs ailes sont transparentes, puisqu'ils sont membraneuses, on va même pas les voir quand ils vont voler. On va surtout voir leur corps. Puis les larves, ce qui est intéressant, c'est que même si les adultes sont végétariens, ils vont se nourrir de nectar et de pollen, ben, les larves sont carnivores. Ils vont se nourrir de pucerons un peu comme les coccinelles. Donc là, j'ai une petite vidéo pour vous montrer le vol stationnaire. Mais après, il y a une vidéo où on va voir les larves se nourrir de pucerons. Donc là, hop, on voit presque pas les ailes. Voilà. Donc la mouche, hop, elle a des super gros yeux. Elle se nettoie les pattes. Les mouches, souvent, ils vont se nettoyer les pattes parce qu'ils ont plein de petits poils sur les pattes. C'est des organes sensoriels. Ils sont super importants pour capter les odeurs, les vibrations, plein d'autres. C'est des organes qui vont capter sensoriels super importants pour les mouches. C'est pour ça qu'ils se nettoient tout le temps. Ils doivent les garder propres pour bien détecter tout ce qui se passe dans leur environnement. Donc voilà, ça c'est le vol d'un cirque. Et une prochaine vidéo. Donc on voit le cirque encore une fois qui vole, son petit vol stationnaire, comme ça. Ah, il veut se poser. Non, il ne va pas se poser. On va voir la larve. En fait, on va voir la femelle qui va pondre son œuf. Elle va trouver un endroit spécifique où pondre son œuf sur une plante où il y a des pucerons pour que son bébé, dès que la larve va émerger, dès que la larve va naître, elle va pouvoir se déplacer sur la plante et tout de suite trouver des petits pucerons à manger. Donc là, elle essaye de se trouver un endroit pour pondre. Bon, elle se nourrit, là. C'est une femelle. Là, je vais avancer un petit peu. OK, là, elle a pondu un œuf. On va en voir un œuf bientôt, là. Je ne veux juste pas trop avancer. Là aussi, elle va pondre un œuf.
Là, on va le voir. Là. Regardez ici, là, au bout de l'abdomen, hop, le petit œuf, il est là, à côté des pucerons. Je ne sais pas si vous avez vu les pucerons, là, mais on va les revoir tantôt. Puis là, ici, il y a un œuf. Ici, un autre, à côté des pucerons. Puis là, quand la larve va naître, comme ça ici, la larve de mouche. Les larves de mouche, là, on dirait des petites chenilles, mais la caractéristique des larves des mouches, c'est qu'ils ont une tête qui est à peine visible, elle est comme rentrée. Là, on la voit, elle est plus foncée, elle est noire. Elle est comme rentrée, puis ils la ressortent un peu pour manger, mais ils vont tout le temps la recacher. Donc, des fois, c'est dur quand on en trouve une, on ne sait pas trop elle est où la tête, mais c'est normal. Les larves de mouche, c'est toujours comme ça. Puis là, on va voir un puceron sans défense qui s'approche et là, ah! Il va se faire attraper. Ça sera pas bien difficile. Les pucerons n'ont pas vraiment de moyens de défense. Ils ont un corps mou, ils sont tout petits. Et là, hop, la larve, elle va tout simplement aspirer l'intérieur du puceron. Encore, ici, il y en a une autre. Là, hop, elle attrape le puceron. Elle va aspirer l'intérieur. Puis voilà. La larve, elle peut manger, je pense, que c'est 200, autour de 200 pucerons au courant de son stade larve, de sa vie de larve. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup, là. Elle peut en manger beaucoup des pucerons. OK, maintenant, on est rendu aux Califoridés et aux Sarcophagidés. Donc, ça, c'est deux familles différentes. Ceux-là aussi, je les ai fusionnés parce qu'on va souvent les regrouper parce que c'est des familles qui se ressemblent quand même beaucoup, autant leur mode de vie que leur apparence. Donc, ça, c'est, bon, excusez-moi mon langage, mais ma mère, elle les appelle comme ça. Elle les appelle les mouches à marde. Donc, c'est les mouches qui vont aller sur les poubelles, sur le compost, qui vont se promener proche de nos maisons, celles-là, c'est les mouches qu'on veut pas sur notre nourriture, par exemple. Donc, il y en a environ 1500 espèces dans le monde et 21 espèces dans l'Est du Canada. Puis ça, c'est pour les Califoridés. Puis les Sarcophagidés, c'est 2500 espèces dans le monde et 135 au Canada. Il y en a un peu plus. Les mouches. Les mouches. Ils ont une reproduction qui est extrêmement rapide. Une femelle peut pondre de 150 à 200 œufs une fois. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Là. Les mouches, là, ils se reproduisent. Ils vivent pas très longtemps. Et c'est pour ça. Ils pondent vraiment beaucoup d'œufs. Puis là, dès que les œufs sont pondus, peu de temps après, les larves naissent. Puis là, après, c'est sans fin. Là. Il peut avoir jusqu'à 2000 œufs en un mois environ. Donc, dans sa vie, une femelle peut environ pondre 2000 œufs. C'est vraiment beaucoup. Puis, surtout par rapport à nous, les humains, exemple, là, qu'on a un enfant, quelques enfants, 2000 œufs, c'est très impressionnant. Mais c'est normal. Pour les insectes, ils ont toujours plus de bébés que nous. L'alimentation des larves, ça va être des substances d'origine animale ou végétale, donc des débris de plantes, du compost, tout ce qui est en décomposition, quand c'est d'origine animale, ben, c'est des cadavres souvent, des excréments aussi. Donc, ça tourne autour de ça, là, toutes des affaires qu'on veut pas proches de notre nourriture. L'alimentation des adultes, par contre, va être un peu différente. Donc, ils vont se nourrir de pollen, de nectar et autres, mais on va souvent voir ces mouches-là aussi sur notre nourriture, sur le compost, avec leurs petites trompes en train de tâter tout ce qu'ils pourraient potentiellement manger. Puis, le rôle de ces mouches-là, ben, ces mouches-là sont super importantes en entomologie médico-légale. Donc, ça, c'est par exemple quand il y a des meurtres, des cadavres, des gens qui sont retrouvés, puis on ne sait pas c'est à quelle heure c'est l'heure du décès. Ben, ces insectes-là peuvent être utilisés dans les enquêtes parce que les mouches, ils ont un odorat super puissant. Puis eux sont capables de détecter la mort d'un, la mort, pas la mort d'un cadavre, le cadavre est mort, mais la mort de quelqu'un, puis de trouver, détecter un cadavre à des super grandes distances, puis très rapidement dans les minutes et heures qui suivent le décès. Donc, il va déjà avoir des mouches, ils vont détecter le changement de température dans le corps qui se fait dès les minutes qui suivent le décès. Donc, la présence de certaines espèces de mouches, des larves,
de l'âge de la larve ou de la mouche, ça permet de déterminer l'heure du décès. Donc, ça peut être super utile dans des enquêtes avec la police ou avec dans l'enquête médico-légale. Ici, je vais vous montrer le cycle de développement de la mouche, le cycle complet, donc de l'œuf à l'adulte. Magnifique. Donc, ici, il y a la femelle qui est en train de pondre ses œufs. Elle pond une grande quantité d'œufs à la fois, comme j'ai dit tantôt. Donc, c'est vraiment des œufs qui ressemblent à des graineries. Ils sont fins, ils sont longs comme ça, puis les larves vont naître peu de temps après. Ça prendra vraiment pas beaucoup de temps parce qu'ils ont déjà passé une bonne partie de leur développement dans l'abdomen de la mère. Ensuite, je vais avancer un petit peu. Bon, là, on le voit encore plus zoomé. Et là, hop, ici, on voit une larve qui émerge, qui sort de l'œuf. Là, ils vont pas mal tout émerger en même temps. Donc, comme ça ici, on va avancer un petit peu, parce que je pense que le cours a pris beaucoup de temps. Puis là, ah, ça, c'est les larves. Une fois, ils vont manger, 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 là, ils vont grossir, et là, ils vont se transformer en pupe. La pupe, c'est l'équivalent de la chrysalide, donc c'est le stade ici qui ne se nourrit pas, qui ne bouge pas. Donc là, quand les larves vont être rendues à ce stade-là, ils vont s'enfoncer dans le sol pour que la pupe soit dans des bonnes conditions de température, qu'elle soit protégée et tout. Et là, après, il va y avoir une réaction chimique qui va faire que la couche extérieure de la pupe va durcir. Elle va devenir plus foncée, puis elle va durcir comme ça. Puis là, la mouche va se métamorphoser à l'intérieur de la pupe et quand elle va être prête à sortir, ben, sa tête, parce que là, le corps de l'insecte est encore mou là-dedans. Il faut attendre des heures avant que ça durcisse. Donc là, pendant quelques temps, la mouche, sa tête est toute molle. Puis là, elle va gonfler sa tête. Donc là, on voit ça, c'est ses antennes. Là. Ça, c'est ses yeux, les rouges. Là. Donc ça, c'est sa tête qui gonfle. Puis elle utilise sa tête pour sortir de la pupe. Et là, après, ben, elle va dégonfler sa tête va durcir. Puis là, elle ne pourra plus jamais gonfler sa tête comme ça. C'était vraiment juste pour naître, pour sortir de la pupe. On va le revoir ici. Hop, la tête qui gonfle. On voit que c'est vraiment comme si elle soufflait dans un ballon, là. Elle souffle, ça se dégonfle un peu, après elle souffle encore. Et voilà, la tête est sortie. Il reste juste à sortir le reste du corps. Et là, on le voit de face. Ah, tiens, là, je vais mettre pause. On voit super bien les antennes aristées. Donc ça, ben là, vu que c'est zoomé, ça a moins l'air d'une boule, mais c'est les petites antennes courtes et dodues avec un poil dessus. C'est ça, les antennes aristées. Donc voilà. Ensuite, la mouche, ses ailes sont comme ça, sont encore toutes ratatinées. Donc là, il faut qu'elle les déploie, qu'elle les déplie, puis ils vont devenir transparentes, ils vont sécher, puis là, ça, on va à la pompe pour essayer de les déplier. Ah, là, on voit graduellement, ils se déplient, puis là, ils vont prendre leur forme normale, puis là, ils vont sécher comme ça, puis là, ils vont durcir. Les papillons aussi, ça fait ça. Leurs ailes sont toutes ratatinées, puis il faut qu'ils les déploient. On ne l'a pas vu sur l'autre vidéo, on a juste, ça a comme, c'était coupé, là, on voyait l'émergence, puis après, hop, il y avait déjà ses ailes déployées, mais là, on le voit bien, là, à quel point les ailes, c'était des petits mognons comme ça, c'était tout petit noir, et là, hop, ils se déplient, puis là, on voit qu'ils sont transparentes, sont belles et beaucoup plus grandes. Maintenant, on a fini les mouches, on est rendu aux mécoptères. Donc, les mécoptères, il y en a environ 400 espèces à travers le monde et 23 au Québec. Donc, en haut, on les appelle les panorques ou les mouches scorpions parce qu'ils ont les mâles, ils ont le bout de l'abdomen est retroussé comme ça, un peu comme, ça fait un peu comme un scorpion, là, comme le bout de l'abdomen d'un scorpion. Mais ils ne peuvent pas nous piquer, là, faut pas.
pas avec ça. Aussi, un des critères qui est le plus facile à remarquer pour les identifier, c'est qu'ils ont une sorte de trompe, comme ça ici. Puis on pense que dans le temps des dinosaures, au Jurassique, ces insectes-là, c'était un peu comme les premiers pollinisateurs. Puis eux, puisqu'il y avait une longue trompe comme ça, ils étaient capables de polliniser les plantes puis d'aller chercher le nectar puis les ressources vraiment plus profondes cachées dans la plante. Mais maintenant, ils ont évolué puis ils sont plus pollinisateurs. Ils seraient carnivores et nécrophages, donc ils vont se nourrir d'autres insectes ou de cadavres d'autres insectes. Souvent, cet ordre-là, c'est les mécoptères, les mâles vont offrir un cadeau nuptial à la femelle avant l'accouplement. Donc, le mâle va arriver, il va avoir une petite proie, un petit insecte, quelque chose, il va traîner ça, il va donner ça à la femelle, puis si la femelle, ça lui tente de s'accoupler avec lui, ben, elle va accepter son cadeau, puis elle va grignoter ça pendant que lui, il va s'accoupler avec elle. Sinon, c'est un ordre d'insectes qui ont une métamorphose complète. Puis leur rôle, ben, c'est la prédation. Puis quand les insectes sont prédateurs, ben, leur rôle souvent, c'est le contrôle des populations d'insectes. Ah oui, puis je vais montrer ça. Le mâle, il a l'abdomen comme ça, mais la femelle, on voit bien que c'est tout petit. Puis c'est pas du tout retroussé comme ça. C'est vraiment une petite pointe normale. Et finalement, le dernier ordre d'insectes, ça va être les Siphonaptera. Donc ça, c'est les puces. Donc, les puces, il y en a environ 2500 espèces dans le monde et 42 au Québec, donc quand même vraiment beaucoup. C'est des insectes qui ont une métamorphose complète, donc ils ont l'œuf, larve, la nymphe et ensuite le stade immobile, puis ensuite l'adulte. Puis, c'est des parasites. Donc, ça, vous le savez déjà, c'est des insectes qui vont vivre sur la peau des mammifères. Donc, souvent des mammifères et des oiseaux aussi. Donc, ils vont vivre dans le poil ou dans les plumes. Et justement, leur corps est adapté à ça. Donc, ils sont aplatis latéralement. Donc, on le voit pas très bien sur la photo, mais on va le voir dans la vidéo tantôt, mais leur corps est vraiment aplati. Puis, ça va leur permettre de plus facilement se déplacer dans le poil, dans les plumes. Donc, d'être aplati au lieu d'être arrondi, ça leur permet de plus facilement se faufiler entre les différentes structures. Aussi, ils vont avoir plein de petites épines partout. Là, vous voyez ici, là, puis là, on va mieux le voir dans la vidéo aussi, ça va être plus zoomé. Mais tout ça, c'est des épines qui leur permettent de s'agripper au poil, là. Nous, là, si on essaye d'écraser une puce, là, elle est déjà très plate et très durcie. Donc, on ne sera pas capable de l'écraser tellement elle est petite. C'est très difficile. Puis leur pic, leur petit éperon, tout ça, ça leur permet de mieux s'ancrer dans les poils, puis pas se déloger, puis rester pris là-dedans, puis pas tomber. Puis sinon, leur alimentation, ben, les larves, ils vont se nourrir des excréments des adultes, donc des crottes des adultes, et des débris qu'ils vont trouver. Donc, ça peut être de la peau morte, des petites pellicules, ben, c'est ça, de la peau morte, ça peut être tout ce qu'ils peuvent trouver sur la peau des oiseaux, des mammifères. Alors que les adultes, c'est eux qui vont uniquement se nourrir de sang. Donc, ils ont des pièces buccales de piqueurs suceurs. Ils vont piquer, aspirer notre sang. Puis c'est quand ils piquent, justement, que ça nous pique, là. Ben là, je parle pour les poux, mais c'est que les puces, souvent, il y a la puce du chat, il y a les puces pour différents animaux. Comme par exemple, il y a des espèces de puces qui vont préférer le sang des oiseaux, des espèces de puces qui vont préférer le sang des écureuils, des puces qui vont préférer le sang des chats, de nos animaux domestiques. Mais les puces, ils peuvent parfois aussi aller sur nous. C'est pas leur préférence, mais il y a certaines espèces qui peuvent aussi aller sur nous. Puis les puces, contrairement aux poux, peuvent sauter. Donc, vous voyez leurs pattes postérieures qui sont super longues. Ben, c'est ça. C'est qu'ils sont très puissantes, puis ils sont capables de sauter vraiment haut, là, jusqu'à 30 centimètres. Donc, ça, c'est immense, là. C'est comme si nous, on sautait sur l'Empire State Building. Vous irez chercher ça avec vos parents, c'est quelle hauteur, là, mais c'est immense. Donc, là, ici j'ai une petite vidéo sur les puces. Donc là, la puce, on la voit se promener dans le poil. On voit qu'elle est bien adaptée à ça et parce qu'elle est toute fine. On voit super bien là à quel point elle est aplatie. Puis hop, on la voit, elle saute. C'est dans les meilleurs sauteurs du monde animal, les puces. Parce qu'ils mesurent à peine quelques millimètres. Donc 30 centimètres, c'est énorme. C'est plusieurs fois leur hauteur à eux. Puis là, on voit super bien aussi les petits poils sur chacune des plaques de leur corps. Ils ont des rangées de petits poils qui leur permettent de bien s'agripper aux poils. Comme ça ici, on les voit.
au niveau de la bouche ici, sur toutes les plaques. Puis là, quand on essaye de les écraser, on squeeze super fort, mais hop, elle va sauter. C'est très difficile de les écraser parce qu'ils sont super rigides. Vous voyez, leur corps il est aplati, ils ont des grosses plaques très dures, des pics, des poils un peu partout sur chacune des plaques. Ici, 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 partout. Même en arrière, donc même ici. Donc, ils sont très adaptés à leur mode de vie, là. C'est leur mode de vie de parasites. Ah non. Puis là, c'est ça. Ça, c'est sur un humain, là. Des fois, ils peuvent se nourrir. Puis là, hop, on a vu le sang à travers son abdomen. Donc, ça ici, les adultes, ben, ils vont pondre. Puis là, ça, c'est des œufs. Les œufs ne sont pas toujours sur l'animal, là. Si vous en avez sur vos animaux domestiques, il faut nettoyer le panier, les couvertes, les coussins, puis tout, parce que les œufs puis les nymphes peuvent se trouver sur les tissus aussi. Donc là, c'est les larves qui vont rester. Ça, c'est peut-être le panier du chat. Ça, c'est une crotte d'adulte. Donc, c'est du sang. C'est une crotte à base de sang. Puis là, c'est ça. Les larves, ils se promènent. Puis à un moment donné, ben, quand ils vont finir leur développement, ils vont devenir adultes, ils vont être au sol. Ah, ben, c'est ça. La larve, elle mange la crotte de l'adulte, donc le sang. Puis ensuite, bon, là, il y en a une qui est cachée là-dedans. Puis là, après, hop, quand elle va émerger, elle va être adulte, ben là, elle va être à terre ou sur le panier, sur la couverte, peu importe. Et là, son saut de 30 centimètres, c'est bien en masse pour sauter ou aller sur la patte d'un animal, puis après grimper où elle veut aller sur lui. Puis hop, elle saute. Et hop, encore une fois. Puis là, elle va sauter, elle va aller sur l'animal qu'elle veut. Puis là, elle va se déplacer comme ça. Puis elle va passer le reste de sa vie sur l'animal parce qu'elle a besoin du sang pour se nourrir. Donc, c'est vraiment ça, son milieu naturel. C'est un autre animal. C'est ça, les parasites. Donc, voilà. Ça, ici, ça montre le mécanisme de saut des puces. Mais je vous encourage à aller écouter d'autres vidéos sur YouTube, sur tout ce que je vous ai montré. Là, c'est super intéressant. Il y a plein de vidéos sur, euh, sur tous les ordres d'insectes, plein de vidéos super pertinentes, avec plein d'informations. On apprend tout le temps. Donc, je vous encourage à aller écouter ça. Là, je vais arrêter le cours parce qu'il est tard, puis j'ai l'impression qu'il a été vraiment plus long que les autres. Donc, je vais arrêter ça ici. Je vais arrêter le partage d'écran. Puis voilà. C'est la fin du dernier cours, c'est la fin de la série de cours. J'espère que vous avez aimé ça, que j'ai réussi à partager ma passion, à bien vous montrer comment je vois les insectes, comment je les aime, à quel point ils sont intéressants, à quel point il faut prendre le temps de s'intéresser à eux parce qu'ils sont utiles, sont importants. Il y en a beaucoup qui sont en déclin. Il y a beaucoup de personnes qui jugent les insectes ou qui les trouvent dégueulasses ou qui les aiment pas juste parce que dans les films, on voit les insectes qui sont méchants ou des gros monstres qui ressemblent à des insectes qui sont inspirés d'eux. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les insectes. Je suis vraiment contente que vous soyez inscrits à la base à ces cours-là, que si vous vous êtes rendu au dernier cours ici, que vous les ayez écoutés au complet. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment aimé ça donner les cours. Puis j'espère que vous allez continuer à développer votre intérêt pour les insectes. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez aimé le cours. J'espère vous revoir peut-être l'année prochaine. On va faire d'autres activités avec Cap sur les insectes. Puis, bonne journée, bonne fin de soirée. À la prochaine.